C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que... Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Ça va les mecs ? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors dans le dernier podcast, on me demandait comment j'allais. Bah oui. Je répondais jamais. Et je vais bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Notre invité du jour est Cyprien Yov. Comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Je fais des vidéos. Je m'appelle Cyprien. Je fais des vidéos sur Internet essentiellement. Et voilà, c'est mon activité principale. Notamment aussi un peu de bande dessinée, un dessin animé prochainement et ce genre de bail. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un film français et pas n'importe lequel, puisque nous allons nous pencher sur Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Film sorti en 2002, écrit, réalisé et coproduit par Alain Chabat. Quelque part un monument cinématographique dans notre pays, puisque Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est le 4e film français à avoir obtenu le plus d'entrées au cinéma, derrière Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable, La Grande Vadrouille et juste devant Les Visiteurs. Plus globalement, si on inclut les films américains, c'est le 10e film le plus vu en salle dans l'histoire de notre pays. Il reprend en surface l'histoire de la BD originelle sortie en 1965, Astérix et Cléopâtre, en plus de posséder une patte propre à l'humour d'Alain Chabat. Ce film possède un casting à la hauteur de son ambition, Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, qui était alors à ce moment-là au top de sa popularité, Monica Bellucci, Édouard Baird, Gérard Darmon, Claude Rich et un tas de rôles secondaires, de Mathieu Kassovitz à Marina Foïs, en passant même par Omar Sy, qui a été coupé au montage. Vous l'aurez compris, ce film d'un budget de 50 millions d'euros peut se targuer d'être l'un des films français les plus ambitieux de l'histoire. Alors les gars, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Et je vais commencer avec Cyprien. Alors, je l'ai vu, moi, dans la salle des fêtes du village chez mes parents, donc dans les conditions les plus exécrables de la planète. Et en fait, le film a tellement explosé de rire que j'oubliais que j'étais dans une salle des fêtes qui sent la chaussette et tout. Alors, t'avais quel âge à l'époque ? C'était 2002 ? 2002, du coup, j'avais 13 ans. Ok. J'avais 13 ans et j'avais des convulsions de rire, quoi. C'était vraiment, je devais être un mec qui fait une crise d'épilepsie, quoi, sur ma chaise. J'ai rigolé chaque seconde et c'était culte. À chaque seconde qui passait, ça devenait culte, quoi. Et t'as des souvenirs de la salle ? Toute la salle se tapait des barres ou... Ouais, franchement, ouais. Je sais pas si vous, ça a été, très accepté, très rigolé dans la salle, mais moi, c'était plié, ouais, bien sûr. Guillaume, ton premier souvenir ? Je vais un peu gâcher la fête parce que je l'ai pas vu au cinéma déjà. Oh. Et ouais. Oh. Non, je l'avais en DivX avec écrit DivX en bas à droite. Non, même pas. En fait, le truc, c'est que je me souviens même pas de la première fois où je l'ai vu et en le revoyant là, je me suis dit mais est-ce que je l'avais déjà vu en entier ? Très bonne question. Je connaissais évidemment les scènes. Donc c'est ton film préféré du coup. C'est vraiment mon film préféré. Et donc là, je l'ai revu il y a 2 jours en entier. Évidemment, je connaissais les scènes cultes de genre les monologues d'Édouard Baird, etc. Toutes les blagues, on les connaît déjà. Mais je suis vraiment passé à côté de ce phénomène en fait de Mission Cléopâtre. Et du coup, en le revoyant, c'est clair, il y a 2 jours. Quand tu le redécouvres vraiment un peu, un peu de plein fouet comme ça, ça a un peu vieilli quand même. Voilà. Ouais. C'est ce que j'en ai pensé. Aurélien, ton premier souvenir ? Moi, je me rappelle l'avoir vu au cinéma et en vrai, c'était l'événement parce que c'était la liaison entre l'humour, Jamel, Nouveau, H, comédie, etc., Canal+, et Alain Chabat, les nuls, quasiment l'équipe d'avant. Et il y avait en plus le lien avec les Robin des Bois à l'époque, qui était aussi pas mal dans le film. C'est ce qui m'a fait aussi vriller, moi. 13 ans, j'étais fan, vraiment très très fan des Robin des Bois. Et donc du coup, le fait que ça réunisse autant ce truc-là, pour moi c'était un peu le samedi comédie, c'est ça, ça s'appelle comme ça. C'est ça. Samedi comédie, tu vois, je regardais ça à fond et tout, et donc du coup le film qui va avec, quoi. Ouais, il y avait vraiment cet esprit-là, je trouve, et pour le coup, c'était un événement de ouf. Au cinéma, tout le monde était mort de rire. Jamel à l'époque, c'était Robert De Niro, le mec. C'était un truc de ouf. Non, mais franchement, c'était. Ouais, c'est vrai. Alors que oui, peut-être que le film en soi, moi je me rappelle surtout des bagarres avec Gérard Darmon. Je crois que j'avais jamais vu ça, genre une sorte c'était Dragon Ball le truc. Mais mec, je rigolerais de revoir les images où tu sais ils font des trucs. Même la tête de Gérard Darmon, elle est folle dans ce film. Il parle en chinois. C'est génial. Ils partent en mode film de kung fu et tout ça. Ça m'avait vraiment fait mourir de rire. C'est vraiment les premiers avec Édouard Baird bien sûr aussi, tous les monologues qui s'arrêtent jamais. En fait, il y avait tout l'esprit Canal que je trouvais trop ouf à l'époque où Édouard Baird il faisait aussi toutes les séquences pendant Nulle part ailleurs, je crois.
Ouais, qui s'appelait, j'ai oublié, le bureau le bureau des visionnage, machin du centre de visionnage. Ouais. Ouais, exactement. Et à chaque fois, il partait en improvisation. Moi, j'étais un fanatique de tout ça. Donc, j'avais l'impression qu'ils avaient mis tout ça dans un seul film. Donc, à l'époque, ouais, c'était un truc de ouf. Et toi, JB? Moi, mon premier souvenir, c'est déjà la consécration de Jamel Debbouze, parce que il faisait le cinéma de Jamel sur Canal+. C'était à l'époque l'humoriste le plus populaire en France. Et là, ce film, ça l'amenait dans une autre dimension. C'était vraiment la consécration de Jamel. Et on sent vraiment que, et d'ailleurs, je l'ai lu en faisant des recherches, à la base, ils savaient pas vraiment quel Astérix adapter. Et puis finalement, très vite, ils se sont rendus compte que, pour plusieurs raisons, ils allaient adapter Astérix et Cléopâtre parce que ça permettait de donner un rôle sur mesure à Jamel Debbouze qui pouvait jouer numéro bis comme dans la BD. Et voilà, donc d'abord, c'est la consécration. Et mon autre souvenir aussi, c'est que le type qui m'avait fait le plus rire dans le film à l'époque, je m'en souviens, c'était le personnage de Dieudonné. Et j'ai revu le film hier. Et ça, du coup, ça me faisait un peu regretter la trajectoire qu'il a pris après. Parce que ça m'a fait rappeler à quel point il était fort, en fait. Il était vraiment très fort. Et du coup, c'est dommage parce qu'il est totalement parti en couille après, on le voit plus. Et il est drôle. Enfin, Chabat, il lui a écrit un rôle vraiment en or. Et c'est marrant que vous parlez tous de Jamel et tout, mais moi, genre, j'aimais bien son perso, mais genre, en fait, je m'en foutais. Et encore aujourd'hui, je m'en fous. En fait, c'est vraiment le film de Chabat qui m'a fasciné. Et dedans, effectivement, il fait et les Romaniens ou les Romains, vous êtes des Romaines, tu vois, et tout. Mais ça, par contre, tu sais, j'étais en boucle sur le film, je faisais toutes les répliques et tout, et je me calmais, tu vois, j'essayais vraiment d'en dire genre 1/10 de ce que j'avais envie de sortir à chaque seconde quand j'avais 13 ans, quoi. Mais par contre, je refaisais jamais les trucs de Jamel. Je sais plus, à un moment, ils sont dans une sorte de petite tente dans le désert. Ouais. Et ils font Imhotep, non, c'est ça? Ouais. Ils répètent Imhotep. Ouais, voilà. Ouais. Et ça, tous mes potes, ils faisaient ça, le truc avec Gad Elmaleh, tout ça. Et ça me faisait marrer, mais moi, c'était vraiment tout le reste. Dès que c'était un peu plus imagé, toutes les parodies de trucs et tout. Bah alors justement, il y a vraiment ce truc. Non, mais en le revoyant là, je me suis dit, il y a vraiment une blague qui était pareille dans La Cité de la Peur et qui est vraiment un truc des nuls où ils disent. Quand ils partent en reportage. Ouais, où ils font genre, cette scène est beaucoup trop violente. On va vous montrer un reportage sur la langouste. Ouais, c'est pendant ce temps-là à Veracruz. À ce moment-là, il y avait plus trop de, enfin, tu sais, il y a plus de musique, il y a plus d'ambiance et tout. Dans la salle des fêtes du Muy, il y avait que moi qui rigolais, qui faisait à ce moment-là, mais j'étais plié. J'en pouvais plus. Alors justement, Cyprien, c'est une bonne transition. Si tu devais ressortir comme ça une vanne du film, ta vanne préférée du film. Alors, c'est impossible, mais je pense que en image et quand Chabat dit ce truc pointu là, avec le petit bruit et il fait la petite pyramide. C'est de la merde, hein, mais ça me tue. Et il y a une sorte de sous-vanne que j'ai vu. Donc j'avais le DVD, moi. Ok. C'est le seul. Je pense, c'est le seul DVD où j'ai vraiment demandé à ma mère, genre, je veux ce DVD, la version collector, ni plus ni moins, tu vois. Je l'ai eu parce que j'ai beaucoup de persévérance. Après, ça coûte 15 €. Ouais. Non, mais on a acheté assez peu de DVD, donc j'étais très content de l'avoir. Je l'ai regardé 1 milliard de fois et il y a une vanne dedans que j'ai vue au bout de la 6e fois, ce qui n'était pas normal, mais c'est un moment et juste, c'est un plan de coupe où t'as les Romains qui prennent des lances. Ok? Ouais. Ils prennent des lances, c'est tout. Tu vois comment on appelle ça? C'est un nom. Une rangée? Ouais, un truc où tu mets les armes, ça, voilà, le nom va me revenir. Et dedans, il y avait des lances. Et on voyait juste des gens qui prennent. Et on entend au son, c'est une vanne qui était ajoutée en plus, on entend 1, 2, 3. Et donc, c'est juste ça, tu vois. Et la vanne, c'est juste 1, 2, 3, 5, non, 4. Et en fait, juste, c'est des lances, on s'en branle, il n'y a pas de chiffre, tu vois. C'est juste ça, quand je l'avais entendu. Ça, c'est très les nuls comme vanne. Ah, c'est clair. Et Chabat rajoute beaucoup de trucs à l'audio. Vous regardez n'importe lesquels de ses derniers films. Il y a beaucoup de trucs à l'audio qui sont ajoutés. Moi, j'avais vu le Marsupilami, et à un moment, il y a un plan large avec Fred Testo qui dit un truc, mais ça se voit que la labiale, elle colle pas, mais il a quand même rajouté une vanne, genre vas-y. Ça se voit qu'il a rajouté une vanne à l'audio, et ouais, c'est un large. On voit pas la labiale, on y va. J'ai vu aussi des petits raccords un peu chelous, mais qui sont hyper drôles. Dans le dernier film Santa Claus, Santa et compagnie, non? Santa et compagnie. Ah, Santa et compagnie, ouais. Santa Claus, c'est celui de Kurt Russell. Ouais, exactement. Santa Claus, c'est avec Tim Allen. Bah, c'est Super Noël, ça, c'est super. Super Santa. C'est Super Noël en français Super et Noël, Santa Claus en. Ah oui, The Santa Claus. Ouais, c'est la Claus, genre le contrat. Ah, Claus. Ah, yeah. Mais alors justement, la transition est bonne. C'est oui, parce que je refais ma transition. Guillaume, ta vanne préférée du film? Ma vanne préférée, bon, déjà, je pense que c'est comme tout le monde, mais juste Edouard Baird, le monologue, il est brillant de ouf. C'est pas une blague, ça, pour le coup, c'est incroyable. Non, mais ça m'avait marqué de ouf aussi. Et il y avait un truc, non, je trouve que la vanne qui est bonne aussi, c'est quand justement on parle de Dieudonné et d'Armand,
qui disent c'est vraiment comme ça qu'on fait la guerre, un truc comme ça. Ou je sais plus ce qu'ils disent, tu vois, et ils font non, je pense pas, non. Oui, ils font un Nancy pendant. En fait, je crois que c'est genre archi long. C'est normal ils ont les moyens, tu vois. Et oui, mais il faut pas que les. Je crois que c'est une blague un peu là-dessus. Genre, quand t'as les moyens, effectivement, tu peux faire ça. Ouais, c'est ça, mais il faut pas que ça. Il y a pas que. Non, il y a pas que ça. Sauf que donc, ça dure déjà méga longtemps. Après, il y a la baston. Et après, ça revient. Et ça revient, ils sont là. Non. Si. Toi, Aurélien, ta vanne préférée? Je sais pas, moi je me rappelle qu'à l'époque ça m'avait marqué le truc d'Itinéris là. Non, ça n'a plus aucun sens, bien sûr. Pour ceux qui sont plus jeunes et qui nous écoutent et qui forcément ne savent pas ce qu'est Itinéris, Itinéris c'est un réseau de téléphonie mobile. C'était le lancement de France Télécom, c'est Orange quoi. C'est une sorte d'SFR d'époque. Le début d'Orange. Ouais. Beaucoup de gens avaient été chez Itinéris. Ouais, c'était le début des téléphones portables et tout. En fait, c'est une blague qui est vraiment dans le moment. Mais pour le coup, je trouve que c'est une blague qui est très Astérix. Donc, comme Goscinny, il mettait. C'est un nom, enfin, c'est une blague par rapport au nom des personnages. Ouais, et puis en même temps, il avec un truc de la vie de tous les jours moderne. Donc, faire le truc genre, c'est vieux, mais en même temps, ça parle de maintenant et tout. J'aime bien ce genre de blague parce que c'est absurde de les remettre dans l'esprit de Astérix. Et après, moi, ma blague préférée, quand même, c'était que Astérix et Obélix, en fait, on s'en fout dans le film. Et ça m'a fait de blague pour tout. Ils sont un peu passés au second plan, Clavier et Depardieu finalement. Dans le film, parce que dans les autres films aussi, non? Dans le premier, quand même. Moins, mais Jamel, il avait tellement on sent que le film est pour Jamel avant tout. Ouais. Et avec la patte Chabat, c'est vraiment le. Surtout, il y a un méga casting de comiques, quoi. En plus, il y a tous les Robin des Bois, il y a Dieudonné, il y a Darmon, etc. Tu sais, il y a pas beaucoup de place non plus. C'est comme Clavier et Depardieu, normalement. Ouais, bien sûr. Je te jure, c'est pas censé être, tu vois. Attendez, juste, je reviens sur. Après, on va pas faire la liste de toutes les vannes, mais je suis obligé de dire. Tu peux les sortir maintenant, là. Tout le temps que tu les. Alors, pour le coup, je pense que pas de palais. Ça, c'est sûr. 80 piges sur mon lit de mort, je le sortirai encore, tu vois. Dès qu'on me dira pas de, je sais plus, tu vois, on me dit n'importe quoi. S'il y a pas de ça, et après je ferai pas de palais, c'est sûr que je le sortirai toute ma life, quoi. Ouais, c'est drôle. Et d'ailleurs, justement, ce qui est fou en plus, c'est que Darmon c'est un personnage hyper important dans le film. Et il faut savoir qu'à la base, quand le film s'écrit, quand Chabat écrit le film, Darmon est dans une dépression terrible suite à une relation amoureuse, etc. Grosse Super dépression. Ton podcast. J'adore l'ambiance. Bonne vibe. Grosse dépression et un jour il déjeune avec Vincent Lindon. Et Vincent Lindon lui dit. Grosse dépression aussi, j'imagine. Là, comme ça, je ferme les yeux, je vois les deux, pas le gros. Non, Lindon allait plutôt bien. Et Lindon lui dit, tu sais que Chabat est en train d'écrire un Astérix, là. Darmon ne savait pas. Il fait, bon, très bien. Bon, il tournait plus trop. Et là, finalement, il appelle Chabat, il lui dit, ça te dirait qu'on aille boire un café. Ils vont boire un café. Ça te dirait que je m'impose dans ton film. Complètement, parce que Darmon lui dit, bon, écoute, j'ai appris par Vincent que tu écrivais un film Astérix. Je pense que tu pourrais me placer dans le film, un petit rôle. Et Chabat direct lui a dit, non mais t'inquiète pas, toi t'auras un bon rôle, pas de souci, je te mettrai dedans. Et finalement, il lui offre un rôle extraordinaire. Ah, mon beau-fils. Donc il a eu raison de solliciter le truc. Wow. Et pour revenir sur les vannes, en fait, moi je l'ai revu hier. Je l'avais vu une fois au ciné, un peu après en DVD. Et donc je l'ai revu depuis, ça faisait peut-être 20 ans, enfin 15 ans que je l'avais pas vu. Jamais revu. Non, je l'avais jamais revu. Et hier, je l'ai vu. Et je crois que la vanne qui m'a fait le plus rire, c'est une vanne que balance Maurice Barthélémy à un moment donné, parce qu'il y a une course-poursuite entre Astérix et deux Romains. Ouais. Avec un chariot. Ouais, oui. Et donc, il y a des chevaux. Et t'as deux Romains, dont Maurice Barthélémy, qui essaie de rattraper Astérix. Et en gros, avec les chevaux, il fait, il fait, ya! Et après, il rajoute, mais pourquoi je crie tout le temps? Ya! Et c'est le genre de conneries qui me fait rire, en fait. Et ouais, moi aussi. C'est ce genre de détails et qui sont très Robin des Bois en plus. Ou Chabat, parce que pour moi, j'ai du mal à dissocier les deux. Parce que, bien sûr. Pour moi, quand je vois les Robin des Bois, je vois ce que Chabat, il aurait pu faire dans un second temps aussi, en quelque sorte. Enfin, je vois l'héritage. Pour moi, les Robin des Bois, c'est du Chabat et des Monty Python. Donc, c'est pour moi le meilleur mélange de la planète, tu vois. Encore aujourd'hui, tu vois, si on me dit, tu mélanges les deux, ça fait un cyborg et j'adorerais ce truc-là, quoi. Mais t'as raison, parce qu'il y a plein de références dans le film. Donc, il y a les Monty Python, il y a aussi les As, parce que, il y a aussi Mel Brooks, il y en a plein. Ouais, il y a aussi les As parce que. C'est quoi les As? Les As, c'est ceux qu'on fait Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ah oui, ok. Chabat en est fan, et en gros, eux, ils ont l'habitude de parodier d'autres films. C'est un peu le cas dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Mais là, il y a plein de parodies à fond. Et là, en fait, en revoyant hier, je me suis dit, il y a tellement de parodies des films. Il y a Star Wars, il y a Forrest Gump, il y a Jurassic Park. Il y a Bruce Lee aussi. Il y a Bruce Lee quand ils se battent à la fin. Et en fait, on peut comme ça compter à peu près 10-15 références de films. Il y a plein de jeux de mots de chansons françaises aussi. Exactement. Alexandrie, Alexandra. Il y a
Isseo Santiano aussi. Sur le bateau. Il y a même une référence, un clin d'œil dans le clin d'œil avec Depardieu qui fait quand même une réplique de Cyrano. Ah Le bah personnage ouais, de Cyrano. C'est Donc c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de références un peu partout. Je trouve ça assez cool. J'en parlais plutôt dans Est-ce que l'intro. c'est le film qui a coûté le plus cher quand il est sorti? Exactement. Est-ce que 50 encore aujourd'hui millions de c'est le plus cher ou pas? Alors j'ai en lu France là-dessus et je crois que c'est encore un des plus chers. C'est sûr que c'est un faudrait des aller plus chers. checker l'info, mais je pense qu'il est Besson, aisément dans le il top l'a 3. T'as Il l'a pas pas assez fait. travaillé, JB, c'est ça? C'est le plus cher, c'est pas le plus cher. Réponds, qui a un podcast au cinéma? En fait, j'ai balancé le top 3 pour être large. Il est dans le top 3 des meilleurs. Tu à mon peux avis. pas. Pas mal. Et je crois que Besson avec Valérian, il a battu ce truc, je crois. Ouais, non Ouais, mais est-ce que sûr. c'est pas une coproduction Oui, c'est un peu américaine ou américain, allemande, c'est tu vrai. vois. Avec des acteurs français et tout, c'est peut-être encore un des films les plus chers. J'en parlais plutôt dans l'intro, au moment où il joue dans le film. Jamel est sur le toit de la France. Est-ce que vous, à l'époque, vous étiez sensible à son humour, Jamel Debbouze? Comme pratiquement toute la France. C'est son premier spectacle, le deuxième aussi m'avait beaucoup marqué. Ouais. Parce que moi, en revoyant le film hier, je me rends compte quand même que c'est un humour qui est toujours aussi bon. Mais par exemple, on en parlait tout à l'heure en off avec Guillaume, les Zimdim Zimdam, c'est un truc qui a quand même un peu mal vieilli, tu vois. C'est comme moi j'avais la cassette gagnée à la station de service des mots d'Eric et Ramsey. Ok. Et à l'époque, mais t'as tellement déjà de tu peux pas chance, la regarder en entier. Tu peux pas la regarder en entier. Ça fait 1h30 de toujours la même vanne. C'est en des fait. petits sketchs. Ouais. Ouais. Tu vois. Mais ça a méga vieilli. Cette façon de mal dire Ouais. les mots. Ouais. Je m'étais posé la question si ça avait mal vieilli ce genre de truc. Et j'avais revu du coup des extraits. Je pense pas avoir vu le spectacle en entier, mais j'avais revu le premier spectacle de Jamel. Ok. Enfin, le premier qui était sorti en tout cas en cassette, en DVD. Et en vrai, je trouvais ça quand même assez frais, tu vois. Je me Ouais. suis dit, j'ai plus rigolé en regardant un vieux truc que je connais assez bien que les derniers spectacles, par exemple. Ok. J'ai l'impression que il y avait quand même un truc assez lourd, même si, enfin, vachement bien, et j'ai l'impression qu'il est plus dans le storytelling aujourd'hui, tu vois, où son spectacle c'est des vannes, mais c'est aussi je viens de là, etc., etc. Il y a, je sais qu'il y J'ai avait- pas vu les derniers. Ouais, moi j'avais regardé et tu vois que c'est très important de balancer sur les écrans géants derrière les images de lui petit, etc. Un peu son histoire, tu vois, il est plus dans le il est moins dans la vanne de ce qui était. Un peu plus dans l'émotion, peut-être. Ouais, je trouvais, ouais, un petit peu. Quand vous étiez jeune, quel était là où le comique français qui vous faisait le plus rire, Aurélien? Je sais Parce que, pas. Français. parce que là, on a quand même un peu tout le. Ouais, il y a tout le monde. Ah, là. Tu vois, il y a un peu tout le peux monde là, choisir dans le film, ouais, il voilà. manque- Non, il y a Bah, Mais qui moi, manque? Tiens, il y en a un qui j'ai manque. presque envie Il y de en a un qui changer la manque que question. j'allais dire. Il voilà. manque qui dans Parce ce film? que quand tu me parles de ça, il y a un spectacle que je regardais grave et qui fait trop, c'est Elise Moon. Putain, mais tu sais Ah, quoi? bah voilà. C'était j'allais Elise Moon, dire. il est pas dedans. Il est c'était pas ma- dedans? C'était ma J'allais dire réponse à la Élie question. Dieudonné. Il y a pas Élie dedans. Ouais, je pense qu'il aurait pu être dedans. Mais Elise Moon, le spectacle où il invente tout, où il fait Non, il est tout, pas dedans. il fait le comique où il dit Ouais. qui a mis de la Les viandes dans ma vitelle. les viandes dans ma vitelle avec Tellement ça. drôle, ça. Ouais. Franchement, ce Ouais, spectacle, moi, il m'a tué. Non, ce Surtout, c'est spectacle, il est les génial. petites annonces. Les petites Attends, mais il est annonces, moi, pas ça me dedans. rend- Ouais, voilà, il est Alors, pas dedans. est-ce qu'on sait pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Elise Moon, c'était sa grande époque, tu vois. Mais moi, je Ouais. sais que, enfin, moi, pour répondre à cette question, je pense que l'humoriste qui me faisait plus rire quand j'étais au collège, c'était Elise Moon. Ouais. Les Ouais. petites annonces, le spectacle. Les petites annonces mais à avec l'époque, Dubosc c'était et dingue. tout, Surtout c'était avec fou. Dubosc, ouais, c'était fou. Waouh, les blagues. En plus, quand tu regardais les bêtisiers, t'étais encore plus Ouais, mort de c'était rire. encore bien. maintenant. Les farfadets de Limoges. Les farfadets de Limoges. Franchement, ça me fait rire Ça d'y m'a penser. porté. Mais même, Je faisais des blagues, genre je sortais de ma chambre et tout. Non, je mais faisais, surtout, il y en a- bonjour, ça trouve des farfadets de Limoges. Ouais, Je faisais tout le tellement temps. il y en a qui ont bien vieilli parce que là récemment j'ai vu les petites annonces sur YouTube et Dubosc et Semoun ils jouent deux bourges du 16e qui se font raqueter Oui, à bien la sûr. sortie des cours. Oui, C'est bien tellement sûr. drôle. Je suis obligé de mettre un peu de nuance là-dedans. Comme il a sorti un film qui s'appelle Cyprien. Ah oui, Ah exact. ouais, Bah du coup j'aime plus du tout Elise Moon, tout simplement. Bah, tu faisais charrier à J'ai cause oublié de ça. toutes les blagues. J'adore de la merde. Mais après, j'avais écouté ces derniers trucs et bon, effectivement, c'est un peu moins bien. C'est un peu recyclé, c'est un peu Et pareil. toi, Ouais. Cyprien, l'humoriste qui te faisait vraiment rire quand tu étais jeune? C'était les Robins des Bois. Les Robin des Bois, ouais. C'était les Robins des Bois. Comme j'avais pas Canal et j'étais trop jeune pour l'époque des nuls. Du coup, si j'étais un peu plus âgé, je pense que ça aurait été les nuls. Mais j'ai plutôt grandi avec les Robins des Bois et ça m'a fait le lien en plus avec les Monty Python, avec tout ce truc absurde. Monty Python, c'est toute ma life, tu vois. Donc les Robins des Bois, j'adore, franchement. C'est vrai que les nuls, on parlait de Elise Moon, mais si je devais placer quelqu'un à la même hauteur, enfin, dans mes souvenirs d'enfance, ce serait les nuls également. Alors, de toutes les BD françaises, Astérix est la plus connue, celle qui s'est le plus exportée dans le monde. Mais alors, comment est né ce personnage, Guillaume, Astérix? C'est une très bonne question. Bah, C'est écoute, que tu me la poses parce que bon, j'ai C'est rien. génial parce que- tu t'y connais, du coup. Vous balancez les questions, mais vous lisez votre feuille en même temps. Bien sûr. Et vous dites oui, tout à fait, mais il se regarde même pas dans les yeux. Perso, je savais pas qu'il avait une feuille. Mais J'ai pas, si j'ai pas de feuille déjà. si t'as préparé le sujet, J'ai dans le les chat, images, c'est cool. les gars. Simplement pas de feuille, je vais dire ça de mémoire.
Alors oui, pour comprendre d'où vient le Gaulois le plus connu du monde. Et voilà. C'est du papier. C'est foutu. Cyprien vient de lui voler la feuille. Pour comprendre d'où vient le Gaulois le plus connu du monde, loin devant les cordons bleus, il faut s'intéresser à son dessinateur Albert Uderzo, né en 1927 dans la Marne et fils d'immigrés italiens qui viennent de s'installer à Paris en 1938. Albert Uderzo va découvrir la BD en lisant Mickey Mouse, publié dans le journal Le Petit Parisien. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire avant de commencer cette chronique que je parle sous le contrôle de Maître Nemo, spécialiste de la BD. Et je m'excuse d'avance pour tous ceux qui vont dire il n'y a pas tous les détails parce que c'est juste une chronique, je peux pas refaire toute sa vie. Ouais. C'est parti pour ça. Il se défend. Ouais, parce que j'attends les. Oui, j'ai fait non, ça quand même. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Dès lors, il va se mettre à Tout va dessiner. être très flou à partir de maintenant. Il n'y a plus internet. Wikipédia avec Shutdown. Petit problème de 4G, là, j'étais en galère. Dès lors, il va se mettre à dessiner et c'est son frère Bruno Uderzo qui va le pousser à se présenter à la Société parisienne d'édition qui publie à l'époque Bibi Fricotin. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, C'est bien vieux ça. Le truc de mes parents, ça. Et voilà. Même de mes Société grands-parents, qui va lui proposer son premier job en tant que coursier dans un premier temps. Il va apprendre là-bas les bases du métier et rencontrer son maître à penser Calvo, un dessinateur connu à l'époque qui va lui dire de persister dans le dessin. Et pas dans le coursier, il a arrêté ça. Non, je connaissais pas du tout Calvo, mais bon. Il faudra attendre 1941 pour qu'il ait sa première publication, à savoir une parodie du Corbeau et du Renard de La Fontaine. En 1945, il tente une aventure dans le dessin animé intitulé Carbure et Clic-Clac. Mais il est déçu par le rendu et décide finalement de ne pas réitérer l'expérience. Mais bon, après, il va la réitérer comme on le sait. L'année d'après, il remporte un concours avec les éditions du Chêne et ça va lui permettre de sortir son premier album mettant en scène le personnage de Clopinard, où on retrouve ses influences plutôt américaines dans le trait. trait. C'est moi à l'ancienne, j'adore. Ouais, Clopinard. Et celui d'avant, là, le dessin animé C'était Carbure et Clic-Clac. C'est vraiment des noms à l'ancienne. Mais j'ai regardé Clopinard, du coup, les dessins, et c'est vrai qu'on reconnaît bien les traits américains, ambiance. Il a vraiment les mêmes mains que Mickey dans des gants blancs. Et alors dès lors, il n'arrête pas de travailler, BD pour le magazine OK et dessin d'actualité pour différents journaux comme France Dimanche ou France Soir. Sa carrière est lancée. Il réalise même en Belgique une adaptation de Capitaine Marvel. Ah ouais. Qui paraît dans le journal Bravo. Mais les revenus sont très maigres pour le moment. Il gagne vraiment pas de thunes, le pauvre Uderzo. Et en 1950, il est embauché par Yvan Chérion chez International Press. Et dans le même temps, il rencontre Georges Troisfontaine, qui lui détient World Press, une agence de distribution de bandes dessinées. Georges Troisfontaine. Non, mais c'est un grand. Il fait une mauvaise impro, quoi. C'est un grand éditeur de BD, Georges Troisfontaine, parce qu'il détient. Donc, c'est une agence de distribution de BD. Et il a notamment le journal de Spirou. Donc, à l'époque, c'est quand même un gros truc. Et les trois, ils deviennent amis. Ils ont des bureaux en commun sur les Champs-Élysées où Uderzo vient dessiner. Quand un jour, Georges Troisfontaine lui présente son ami, scénariste René Goscinny. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là où je m'excuse auprès des gens, parce que je pouvais pas faire la vie des deux. Donc, je vais résumer sa vie. René Goscinny qui a passé son enfance à Buenos Aires pour finalement partir tenter sa chance en Amérique et qui revient en France. Donc c'est là où la 4G était un peu limite. Alors qu'en fait, quand tu regardes, il a quand même rencontré le boss de Mad Magazine, etc. Me spoil pas. Putain. On va en reparler après. On va en parler après. Très bien. C'est pour ça que j'en ai fait moins sur René Goscinny parce que je savais tout est prévu. Et là, c'est le coup de foudre immédiat entre les deux. Ils ont les mêmes références. Walt Disney, Laurel et Hardy et la bande dessinée. Leur premier travail ensemble est pour une rubrique Savoir-vivre dans le journal féminin Bonne Soirée, chez Dupuis. Puis un personnage de corsaire nommé Géant le Prodigieux. Les noms sont parfaits. Géant le Prodigieux. Pour le quotidien La Libre Belgique. Il décide ensuite de créer un personnage d'Indien nommé Papa. Ah, ça, c'est connu, ça. Papa, c'est connu. Mais sauf qu'à l'époque, ils sont très enthousiasmés par ce projet. Mais malheureusement, il n'intéresse personne, ni Dupuis, ni la Belgique, ni l'Amérique. Ils ont tenté partout et personne n'en voulait. Il continue à travailler pour des magazines, mais il n'arrive jamais à travailler pour Dupuis ou publier des albums, alors qu'à l'époque, Maurice et Franquin sont déjà dans le game, comme on dit, et ils publient des trucs qui sont un peu jaloux les deux. Et Uderzo gagne toujours très peu d'argent parce qu'il vit chez ses parents à rue de Montreuil. Ah ouais. Quel loser. Ouais, franchement, ouais. Gros loser. Il a su rebondir. On peut respecter l'œuvre du. Non, mais tu dis, il vit chez ses parents, c'est vraiment quoi. Et alors, en 1956, ils décident de créer leur propre agence de production de BD, accompagnés du scénariste Jean-Michel Charrier, Eddy Press et Eddy France. Dans le même temps, ils commencent à travailler pour le magazine Tintin, parce que Goscinny, il commençait à rentrer dans le magazine et il a dit ce serait bien d'engager Uderzo parce qu'il est hyper fort. Et ils y publient entre chez autres. Ses parents, il faudrait peut-être se sortir de là, quoi. Ils y publient entre autres Papa. Enfin. Ah, enfin. Et leur tandem commence à être reconnu. C'est en 1959 que leur vie va commencer à changer. Le publicitaire François Cluteau décide de lancer Pilote, financé par Radio Luxembourg et censé être un pari match pour les jeunes. Il charge l'entreprise donc Eddy Press de l'édito du journal et Goscinny et Uderzo proposent alors l'adaptation du roman de Renard.
Et finalement, tout part de là parce qu'on va leur apprendre que le dessinateur Jean Tubert vient de la faire. La même adaptation pour le magazine Vaillant. Du coup, ils sont en galère, ils n'ont plus d'idées. C'est Fourmis et Mille et une pattes, en fait. Les deux films arrivent en même temps. Genre, putain, ça fait chier, quoi. Et du coup, ils doivent chercher une autre idée. Et on est à 2 mois de la sortie du journal. Ils sont réunis chez Uderzo à Bobigny. Mais oui, ça, je le savais, ça. Et ben voilà. Ouais, parce que Passe au cimetière de Pantin. Si tu veux où c'est, voilà. Oui, sur bien sûr, GPS. je vois où c'est. Ils cherchent une histoire rendant hommage au folklore français et se mettent à énumérer les époques. Ils commencent par le paléolithique pour finalement arriver sur les Gaulois. Et d'un coup, l'inspiration prend. Ils imaginent un village et une personne vif et expiègle. Vif et expiègle. Le vif. Et donc, je regardais une interview de E2 et Goscinny dira en interview, nous étions dans la position d'Américains qui découvrent le Far West, mais notre Far West à nous, c'est-à-dire les Gaulois. Ils veulent un héros à l'antithèse de ce qui se faisait à l'époque, petit, difforme, mais touchant par sa drôlerie, et aussi un héros moins beau que nous, parce que les héros trop beaux, on a tendance à leur en vouloir. Moi, par exemple, j'en veux à peu près à tout le monde, a dit Goscinny. Et alors, il publie la première histoire d'Astérix, le Gaulois, le 29 octobre 1959 dans Pilote. Et tenez-vous bien, on parle d'un magazine. Les plus jeunes d'entre nous n'achètent plus de magazine depuis très longtemps. Mais en 1959, ce magazine s'est vendu à 300 000 exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre. C'est-à-dire que les magazines qui marchent maintenant, on les sort à 40 000 exemplaires. Donc ils en vendent peut-être 20 000, 22 000. Là, on en a vendu 300 000 de celui-là. Et du coup, fort du succès, ils vont continuer ça. L'histoire d'amour entre les Français et Astérix pouvait débuter 2 ans après. Le premier album d'Astérix est publié chez Hachette et il est coulé seulement à 6 000 exemplaires en album BD. Je sais qu'il y a un business de vieilles BD Astérix. Parmi les 6 000, genre, les 6 000, ouais, voilà. Bah là, les 6 000, ça coûte hyper cher. Non, mais les 6 000, c'est sûr, ça doit être culte, parce que, écoute les chiffres d'après, ils étaient loin alors d'imaginer que des années plus tard, 380 millions d'albums d'Astérix s'écouleraient dans le monde. On estime que Tintin, c'est 240 millions. Ça fait quand même... ça fait beaucoup plus. C'est les maths à chier. Ça fait quand même plus. Ça fait beaucoup plus. Presque le double. Ça fait 100 millions de plus, 140 millions de plus. Et les albums ont été traduits dans 111 langues. En janvier 2017, une planche chez Uderzo se vendait aux enchères 319 000 €. Wow. Et qu'un parc à thème serait créé évidemment autour de leur univers, accueillant chaque année plus d'1 million de personnes, ou que l'adaptation cinématographique qui nous intéresse aujourd'hui réunirait 14,5 millions de personnes. C'est ouf, hein. C'est fou quand même. Mais en fait, ce qui est fou, c'est toujours dans les histoires de succès, c'est de se dire, il y a toujours un moment où c'est la galère, ils sont là, oh là là, on n'a pas d'idée, on galère et tout. Ça a duré longtemps en fait. Ouais. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que le mec il s'est dit, bah non, mais c'est pas grave, j'habite chez mes parents. Pendant un temps, la chronique, c'est un bon message pour ceux qui habitent chez leur mère et qui nous écoutent actuellement. Et pendant un temps, il a dit, je pourrais même dessiner le bottin, je m'en fous, je veux juste dessiner. Ouais. Et après, Astérix arrive. Bon, après, évidemment, Goscinny, il a pas vu tout ça, parce qu'il est mort en 77. Ouais. Mais Uderzo, il a quand même vécu jusqu'à 92 ans, il nous a quitté l'année dernière. Ouais. Et il a eu le temps de voir l'Empire se bâtir. Il était plus chez ses parents. Non, parce qu'à la fin, il collectionnait les Ferrari. Et chez les parents, il y avait plus de place. Ah, c'est clair. Et d'ailleurs, je crois que Uderzo a formé des jeunes dessinateurs et des jeunes auteurs pour que Astérix puisse encore exister malgré la disparition. Ils ont été formés par Uderzo. Il faut respecter la charte. En mode Disney. Comme Disney, ouais. Mais son style graphique, les BD, moi je trouve que c'est vraiment génial Astérix. Déjà le fait de puiser dans l'histoire pour faire des blagues et des personnages, tu vois, ça fait des trucs quand même très. En fait, c'est ce que les gens adorent là-dedans aussi, et c'est pour ça aussi que les parents aiment bien faire lire Astérix aux plus jeunes, c'est que genre t'apprends aussi l'histoire de la France et de toutes ces civilisations. T'avais les germaniques, comment ça. Après, ça n'a pas vraiment existé Panoramix, hein, par contre. Ah bon? Non. Si. Mais la potion les druides, j'en connais. Hein. Non, c'est faux. Alors, Cyprien, en 2015, tu t'es lancé et t'as sorti ta première BD avec le dessinateur Paca, BD qui s'intitule Roger et ses humains, et qui vient de voir son tome 3 sortir récemment. Est-ce que tu consommais beaucoup de BD quand tu étais petit? Et si oui, est-ce qu'il y a eu des influences? Alors déjà, moi, j'étais chez Dupuis, ce qu'a pas réussi à faire Uderzo. Oh voilà. Après, est-ce que t'as autant de Ferrari? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, oui, bien sûr, je lisais. La BD, c'est vraiment toute ma vie, quoi. Et j'adorais. Je pense les BD françaises que je lisais, c'était Astérix. Je réfléchis quand j'étais gamin, mais je lisais plutôt pas. Astérix que Tintin. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce qu'en plus, parfois, on a tendance à penser que Lucky Luke, Tintin, tout ça, c'est français, alors que pas du tout, c'est belge. C'est du coup complètement belge. La France, on n'a pas inventé grand-chose. Oui, il y a Boule Bill, non? Boule Bill, c'est français, non? Titeuf, c'est français. Ouais. Non, c'est suisse. C'est suisse. Tu vois. Les Schtroumpfs, c'est belge. Les Belges, quand même, ils ont Tintin, les Schtroumpfs et Lucky Luke. C'est quand même culte. Bug Danny, je crois. C'est français, non? C'est quoi, on dit franco-belge, mais en fait, c'est surtout les Belges. Ouais, c'est vraiment les Belges. C'est comme Blueberry, c'est français. Moebius, oui. Voilà. Et Cordial. Jean Giraud est français.
C'est comme On Johnny- s'est Johnny greffé Hallyday. à la Belgique, c'est franco-belge, mais On a c'est toujours très volé des belge. trucs aux Belges parce que finalement Lucky Luke, les Schtroumpfs, Jacques Brel, Hallyday. Ouais, Ouais, là, genre, ouais, bon, allez, Ouais. c'est français ça. Alors, Ouais. que sinon, Stromae et Angèle, enfin, ah, j'adore les Français Ouais, qui tu vois, cartonnent. Non, Zamso. non. À chaque fois que tu t'as des gens qui disent ça, ouais, les Français ils cartonnent, C'est enfin, clair. aux States, c'est ailleurs. Non, ils sont belges, tu vois. vrai Ouais, qu'on leur je vole lisais leur ça, je lisais beaucoup. Effectivement, franco-belge, c'était que Astérix. Tintin, je sais pas, c'était trop un truc de daron pour moi. Et puis il y avait trop de textes, les bulles elles étaient carrées, enfin il y a rien qui va. T'aimes pas Black et Mortimer, quoi. Hein Black et Mortimer. Oula. Oh là 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 là. Non, surtout pas. Mais je pense que c'est plus des BD d'adultes peut-être Black et Mortimer, non? Ouais, quand j'étais gamin, Ouais, moi c'est un truc d'aventure, quoi. Je sais pas. ouais, c'était. Ouais, mais quand t'es enfant, je peux comprendre que tu sois en mode. T'as envie de lire Gaston Lagaffe, quoi. Les cases, elles sont hyper généreuses en plus, tu sais. C'est pas genre. Enfin, il y a des blagues dans les cases, tu vois. C'était des petites fresques et tout, quoi. J'aimais bien ça. Et après, je suis tombé dans le manga, donc tout le reste de la bande dessinée, moi, c'était que japonais. Voilà. C'est un petit peu C'est quoi le premier manga qui t'a fait tourner, switcher? Bah, Dragon Ball. Hein. Ouais. Vraiment. Ah ouais, j'achetais les éditions, comment dire, hebdo, là. C'était des toutes petites, ouais, il y a très peu de pages, quoi. C'était juste quelques chapitres, quoi. Et j'achetais ça toutes les semaines. J'avais, je crois, 18 francs d'argent de poche. Je les prenais. Je les donnais au libraire ou je sais pas où. J'achetais ce truc-là. Voilà. Alors, une des choses qui me fascinait le plus dans Astérix, comme beaucoup, c'était la potion magique. Et figurez-vous que j'ai voulu en savoir plus sur sa composition. Du coup, je suis en mesure de vous donner sa recette officielle. C'est pour ça qu'il dit que ça n'existe pas. Ben là, écoute. Alors, figure-toi qu'il faut du gui cueilli Ouais. obligatoirement avec une serpe d'or. Donc, si vous n'avez pas ça, c'est mort déjà. Ok. c'est vrai. Avec une serpe d'or. Faisable, C'est ok, faisable. Ensuite, il faut ajouter des carottes, du sel, un trèfle à 4 feuilles, un peu de poisson frais, c'est important, de Ouais. l'huile de roche, du jus de betterave, du miel et de l'hydromel. De l'hydromel, c'est un mélange d'eau et de Ouais. miel. À côté de ça, vous pouvez ajouter, mais c'est facultatif, juste pour le goût, du homard ou des fraises. Et pour ceux qui se demandent quel goût ça a, apparemment, ça ressemble à un potage de légumes. Voilà, vous savez tout Ça a cela. l'air dégueulasse. Bah ouais, ça a l'air dégueulasse. Tout ça pour vous dire que Attends, c'est quoi de l'huile de roche? l'huile Ouais, de l'eau roche. de roche. L'huile de roche. C'est quoi l'huile de roche? Je sais pas du tout. C'est une Ok. arnaque, ça. C'est une arnaque de Mais comment, Panoramix. Putain, mais vous bossez pas l'émission. Vous faites la liste là. Quand il n'y a plus la 4G, c'est terminé. Putain, c'est fou. C'est quoi l'huile de roche? Aucune Non, connaissance. l'huile de roche, comment tu connais la recette, je veux dire? Comment tu connais la recette? Tu l'as trouvée où? Mais écoute, j'ai mes petits filons. C'est pas dans, non, mais il est pas Wikipédia. dans un album. Ah oui. Wikipédia, potion magique, tout simplement. Je sais pas qu'Astérix, j'ai demandé à un gars. Tout ça pour vous dire que je vais vous poser une petite série de questions. Ah. La potion magique, on la prend quand on a besoin de se donner de la force et du courage. Alors, je suis allé chercher via des sondages les peurs les plus répandues des Français. Et je vais vous demander si ces peurs, vous les gérez tranquille ou si ça prend de la potion magique. J'en ai ajouté quelques-unes qui n'étaient pas dans le sondage et que je trouve qu'ils font peur quand même. Ok. Ouais. On va justement commencer par une peur qui n'est pas référencée par les Français, mais qui est pourtant bien C'est réelle. tellement alambiqué ton truc, mec. À savoir, ouais, mais écoute. Il a casé potion magique, mais genre comme ça, tu sais. Non, mais tu verras, ça se rejoint. Ok. À savoir, vous êtes au ciné avec votre meuf. Et là, derrière vous, un groupe de 5-6 mètres. Un 5-6 groupe mètres. de 5-6 mètres. 5-6 mecs fout grave le bordel. Ce qui fait que votre meuf vous dit au bout d'un moment, bon, bah, dis quelque chose. Au moment de dire quelque chose, vous le faites tranquille ou vous auriez besoin d'un petit peu de potion magique? Guillaume, t'es quel genre de gars, toi? Non, je fais tranquille. Ouais, t'es tranquille, toi. Tranquille. Non, je t'appelle. Ah ouais? Non, mais t'es du genre à dire un truc ou tu temporises? Non, mais je dis rien, moi. Ouais, tu te Je dis rien. préfère, ou alors on se barre, on ira à une autre séance, tu vois. Alors, j'ai placé en premier cette question parce que je sais que Cyprien a une très Ah, mais bonne moi, anecdote. Alors, aujourd'hui, du coup, j'ai été traumatisé par un moment dans ma vie. Donc, je ne pourrais pas je ne pourrais pas dire quelque chose. Moi, j'ai vécu, enfin, une séance très, très improbable en regardant Django Unchained. Et il y avait un couple qui parlait à côté, mais qui parlait genre, qui parle comme je parle maintenant, tu vois. Oh là là. Et le film fait, oh, je suis sûr qu'il va se passer ça. Oh, lui, il va mourir. Regarde chérie, lui, il va mourir, c'est sûr, tu vois. De ces niveaux de parole, Mais tu qui vois. fait ça, en fait? Bah, les gars Il y en à a côté de moi. beaucoup, il y en a C'est beaucoup. fou, en vrai. Ok. Il y en a beaucoup. La première heure, c'est cool. Et Déjà, une Au heure, bout- c'est chaud. ouais. Une heure, c'est chaud, ok. Et comment dire, je m'apprête. Là, c'est bon. Pendant une heure, je regardais le film et en même temps, j'ai fait mon cheminement. Je fais, bah maintenant, trop, c'est trop. C'est simple. Le gars était à ma droite, tu vois. Ok. Le gars était juste à ma droite. Et là, je me dis, ok, je vais lui dire un truc. Au prochain, oh, mais non, mais attention, il va se passer ça, tu vois. Ok, j'attends juste quelques secondes. Là, le gars, il fait, ah mais non, mais là, c'est abusé ce qui se passe. Je m'apprête à dire quelque chose. Mais le mec en face, un tout petit peu plus rapide que moi, il se retourne, il fait, non, mais maintenant, ça suffit maintenant. Le mec à ma droite, donc je fais, putain, il est plus rapide que moi, tu vois. Le mec à ma droite se lève et il met des patates vénères au gars en face. Bam, bam. Tu sais, les sièges derrière sont un peu plus hauts, tu vois. Le gars en face, il pouvait rien faire. Il se a prenait même pas dit juste- bonjour.
Il a pas dit bonjour. Bam, bam, bam. Le gars, il lui a dit, en mettant des patates, il lui disait, ouais, je suis pas ton esclave. Donc, je pense qu'il a été matrixé un peu par le film. Et sa copine, donc une fois que le gars était sonné, tu vois, la copine du mec qui tabassait, lui a dit, oh non, pas encore. Donc, je pense que c'est un truc qui est arrivé plusieurs fois. Et donc sa copine l'a pris par l'épaule, elle a fait vas-y on se barre et tout, tu vois. Donc j'avais un gars qui était sonné en face de moi et j'étais très content de pas avoir été assez rapide d'avoir dit parce que sinon c'est moi qui j'allais dire exactement la même chose que le gars, genre non mais maintenant ça suffit, tu vois. C'est quand même fou. Et il y a pas eu ne serait-ce qu'un petit moment où ils ont parlé. C'est vraiment patate direct. Je te jure que c'est arrivé hyper rapidement. Il a dû dire quoi t'as un problème et il a dû peut-être voilà ça mais sinon direct. Et t'es pas intervenu pour défendre le. À ce moment-là, j'étais là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le film, tu vois? Non, à ce moment-là, mec, c'était un film dans le film, tu vois. Et il s'est fait virer de la salle ou pas? Bah, en fait, sa meuf l'a sorti, en gros, tu vois. Genre, non, on se barre, pas encore, tu vois. Et donc voilà. Après, c'était dur de se concentrer au niveau du film. Le gars d'en face, je crois qu'il est sorti et vraiment, il avait besoin de soins. Ça veut dire qu'il y a un mec qui est rentré chez lui en se disant, ok, je me suis fait tabasser parce que j'ai dit à un mec de se taire. Et il y a un autre mec qui est rentré chez lui en se disant, il y a un mec qui m'a demandé de me taire, je l'ai défoncé. T'imagines? Il y a un mec qui m'a demandé de me taire. C'est quand même pas un truc de ouf. C'est pas un manque de respect incroyable. C'est fou la nervosité. Ouais. Donc maintenant, ça veut dire que depuis cette histoire, tu serais pas du genre à demander aux gens de se taire au ciné. Soit de tous les gars qui parlent, je suis tombé sur le gars psycho et du coup c'est bon. C'est bon, j'ai vécu, tu vois, le truc. C'est genre, je me suis pris la foudre. Je peux aller en slip quand il pleut, tu vois. Ou alors, je sais pas, en fait. Soit je me dis, non, mais c'est bon, j'ai eu le gars chelou et maintenant je peux ouvrir ma gueule, je peux pas retomber sur ce gars-là. Ou alors, j'étais trop traumatisé, ce qui est fort possible. Et là, je me dis, non, je vais y aller. Non, et après, parfois, t'es le seul dans la salle à pas faire de bruit aussi. Donc ça c'est compliqué. Quand on avait vu ça, tu sais, les films d'horreur, les films d'horreur dans certains cinémas. Tout le monde parlait, s'achetait des pop-corn. Mais après nous on a quand même connu les avant-premières influenceurs, c'est les pires. Ouais. Pourquoi personne vient pour voir parce qu'il y a du bruit partout, les gens ils foutent le bordel, ils mettent le popcorn par terre, ils nettoient pas. C'était celle de ça. Non mais franchement c'est vrai, c'est un enfer. C'était une avant-première influenceur. Ouais. Alors maintenant vous allez avoir la liste de tous les influenceurs qui parlent. Dites comment c'est. Toi Aurélien, est-ce que t'es du genre à dire des trucs? Ça m'est arrivé, mais tranquille. Souvent je change de place en fait. Ah ouais? Mais je le fais remarquer. Je vois, vas-y, tu saoules et je change de place. Mais après, je sais que les embrouilles vont très vite. Et je me dis, en fait. Non, mais non. C'est pas normal que ça aille vite quand même. Non, mais ça arrive très souvent en fait. Et je me dis, tout le monde va perdre du temps. Et personne va voir la fin de ce film en fait. Donc il y a peut-être une autre solution qui peut arriver, qui peut faire que tout le monde s'arrange. C'est moi je trouve quand même de plus en plus les gens parlent de façon très naturelle, comme si c'était dans leur salon, plus en plus, au cinéma. Ah ouais, moi je trouve quasiment une séance sur deux, tu te retrouves avec quelqu'un qui est pas très loin et qui est comme s'il était dans son salon à lui, comme s'il était tout seul. Il est en train de parler avec ses amis. Des fois il se retourne pour aller parler à un mec qui est derrière et tout. Est-ce que c'est pas lié au fait que Est-ce que c'est pas lié au fait, justement, qu'aujourd'hui, on regarde de plus en plus de films à la maison avec les plateformes, etc. On en regardait moins à l'époque. Peut-être que les gens, ils sont dans une habitude où ils se disent, bah voilà, à la maison, je parlais avec ma meuf pendant le film, etc. Je sais pas, j'essaie d'expliquer ce truc. Alors, moi, je suis pas sûr. Enfin, en même temps, ça fait longtemps que on n'est pas allé dans une salle de cinéma. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit de plus en plus, ça parle de plus en plus. Ouais. Hein. Bah, moi, j'ai quelques. Je sais que ça parle dans les films d'horreur parce qu'il y a il y a pas mal de gars un petit peu qui veulent faire les virils et tout. Et quand là pour dédramatiser le truc, ils parlent, ils balancent des vannes et tout. Et parce que s'ils disent rien, ils vont faire, je suis pas une chialeuse, tu vois. Mais sinon, moi sur plein d'autres séances qui ne sont pas des trucs d'horreur, c'est plutôt quiet, quoi. Ouais. Après, ça dépend de la salle aussi. Hein. Ah bah oui, totalement. Oui, ça dépend de la séance et tout. Et de toute façon, aux États-Unis, par exemple, le cinéma est beaucoup plus participatif, j'ai envie de dire. Ouais. Tu vas à une séance, tout le monde parle, c'est le bordel, ça crie quand il se passe des trucs. Les gens, ils applaudissent tout le temps, il se passe plus de choses en fait. Je sais pas si un jour je pourrais accepter ce truc-là, tu vois. Ouais, c'est chiant. Moi, j'avoue, ça m'emmerde. C'est bon. Après, moi, je suis déjà allé dans des ciné en Amérique du Nord. Et il y a un côté où, je sais pas, tu te dis c'est comme ça ici, c'est naturel. Et je sais pas, ça passe plus qu'en France, bizarrement. Ouais, c'est assez chelou. En France, les remarques et tout ça, c'est jamais marrant aussi, tu vois. C'est genre, tu sais, les mecs qui font ça et tout. C'est pas marrant, c'est nul. C'est lourd. C'est lourd. Alors que, tu à l'américaine, c'est bon, vous avez senti. Il y avait une bonne ambiance là, il y avait une meilleure ambiance. Oh my god. Alors, toujours avec votre moitié, vous êtes à la campagne, dans une vieille maison pas ouverte depuis 1000 ans, et en pleine nuit, elle vous réveille pour vous montrer une méga araignée au mur. Mais genre très très grosse, un peu moins qu'une migale au niveau de la taille. L'ordre donné est, vas-y, tue-la. Au milieu des cris, vous le faites tranquille ou ça prend un peu de potion magique, ça, Guillaume? Tranquille. Ouais, tu le fais tranquille, toi, ça.
Ouais, Ok. ouais. Méga araignée, attention. Oui, non, mais c'est bon. Ok, tu t'en fous. Pas de Très problème. bien. Je te respecte un peu, je te cache pas. Cyprien. Moi, je viens un peu de la campagne, donc easy. Ah ouais, Ah ouais, putain. easy. J'ai On est déjà fait entouré des- de boss autour de cette table. Non, ouais, j'ai déjà touché des trucs un peu. Ouais. Comme quoi? Chelou. Non, mais tous les. Ouais. Ouais. J'ai enterré mon chat, les gars, ok? Donc, Ah oui, d'accord, avec ouais. une pelle et tout. Bon, Donc, j'arrête tout ce ce qui est jeu. animaux et tout J'arrête ça, ce jeu. c'est bon. J'arrête ce jeu tout de suite. Tu peux Aurélien. aller jouer au Fort Boyard là quand faut mettre la main, la Alors, tête et tout ça, non? j'ai fait Fort Boyard 2 fois. Ok. Et j'ai fait la tête chercheuse, c'est-à-dire que ma tête est rentrée dans des Ah, trucs voilà. de lombriques Ah oui, et tout ça, ouais. tout Voilà. ça. Le soufflet et tout là. Exactement. Tu t'en foutais ou? Et bah, j'étais un peu I don't care, j'avoue. Ouais. Et il y a juste la tête dans les. En fait, c'était Malik Bentala qui devait le faire. Et lui, il a dit non, je ne le ferai pas. En off, ça a été coupé à l'émission, bien évidemment. Et moi, je le dis. Il faut que je le répète quand même. Voilà, voilà, c'était pas moi qui étais normalement dans ce truc-là. Et Donc on peut dire non à Fort Boyard alors. bah normalement pas trop. En fait, tu dois remplir une petite fiche et tu dois mettre un peu les trucs un peu. Je veux pas faire ça du tout. Quoi. Ok. Et donc les gars de Fort Boyard ensuite ils regardent et ils font tout ce que tu as mis. Je veux pas faire. Oh, C'est relou. aussi simple que ça. Ok. C'est simple. Ouais, Tout le monde le sait. Pour voir les réactions. Moi j'ai mis dans la première fois que je l'ai fait, j'ai un peu le vertige, tu vois. Bah ça a pas loupé mon pote. Hein, Ouais, tu mais vois. du coup, ils se retrouvent Le vélo avec sur un le problème. fil. Ouais, Exactement. mais du coup, sur place, ils sont en mode, bon, bah, personne ne peut le faire. Non, ils sont pas en Eh galère. ben non, parce que eux, ils veulent des images. Clairement, la prod de Fort Boyard, ils s'en battent les couilles de ton confort. C'est vraiment le dernier, tu vois. Ils veulent juste des images, quoi. Et donc, du coup, Malik Bentala avait mis, oui, j'aime pas trop juste les souris ou je sais plus quoi, ou un truc. Et ben, ils l'ont charbonné sur tous les trucs avec des insectes et tout. Ah, relou. Donc là, il avait mis un no way total. En fait, moi, j'étais en train de m'habiller, je mettais une combi pour faire le truc sous l'eau. Tu sais, il y a un truc sous l'eau où tu dois vraiment ouais, passer, ouais. tu dois respirer entre deux petites barres. Ça, je peux pas ça. Ouais, Ça, je peux c'était pas le dur. faire non C'est plus. dur. hein. C'était dur. Et je me suis dit, oh là c'est chaud, tu vois. Tiens, d'ailleurs, pour ce genre de truc, ils vous briefent quand même en mode, il y aura des sauveteurs Ah juste oui, à côté. Ah, ok, bien d'accord. sûr. Non, le truc est, ils s'en Hyper foutent. carré. Ils s'en foutent de que toi t'aies peur, etc. Mais en termes de sécu, il y a aucun problème. Ok, à Fort Boyard, tu peux y aller 10 fois, il y a pas de souci. Tu peux un peu te faire mal ou truc, mais il y a aucun souci. Tu peux pas te noyer, quoi. Non, C'est très c'est- triste. tu peux pas. C'est impossible de soigner. Après, énorme buzz au niveau des audiences. Et donc je commençais à m'habiller et tout, et j'étais en train de me projeter parce que vraiment ça me faisait flipper moi d'aller sous l'eau et de, tu vois, et le stress fait que tu respires de moins en moins. Enfin, je pense que c'était un des trucs les plus durs je trouvais à faire. Ah, puis en plus, t'es filmé, il y a un truc de performance, tout ça. Ah, je m'en battais les couilles là. À ce moment-là, je me suis dit ouais, faut vraiment que j'aille sous l'eau, c'est dur. Et là, on m'a tapé à l'épaule et on fait ouais, remets tes sapes et tout. On va changer. Malik Bentala, il veut pas faire le truc de ce que tu vas faire là, donc il va faire ton truc de sous l'eau et tout. Je suis ok. Donc c'est là on a swap et du coup on m'a expliqué c'était quoi la tête chercheuse. On m'a mis la tête dans un truc qui avance tout seul et voilà, et ma tête rentrait dans des boîtes et effectivement j'ai eu des lombriques sur la gueule et des trucs comme ça, mais des grenouilles aussi, plein de petites grenouilles qui te sautent un peu sur la gueule. Et c'est vraiment quand je suis rentré dans la boîte avec les mouches, ouais. l'odeur était intenable. Ah ouais. On s'en rend pas compte, mais Ça sent la merde. ouais, ça sent la merde de ouf, tu vois. Ouais. Tu sais, Dans la bouche. j'avançais avec les grenouilles. J'avais juste peur que les grenouilles se mettent dans un pli et que, tu vois, il y en a une qui crève Ouais. pendant que je passe. Les lombriques sur la gueule, je fais, ouais, ça, c'est pas correct. Et j'arrive vraiment dans les mouches, je fais, ouais, Osef, les mouches, quoi. Et là, l'odeur, c'était vraiment très, très Bah, dur. tu nous apprends une bien bonne. Voilà. Les Est-ce que mouches puent. T'as gagné l'épreuve ou pas? Je pense que oui, j'ai dû Ouais, il a souffler. trouvé Mais c'est un l'indice. truc, c'est toujours un peu collaboratif, tu vois. Donc, je soufflais pour dire des chiffres et les autres faisaient du calcul mental derrière, tu vois. Mais oui, du coup, j'ai fait, et ça, c'était plutôt chill. Par contre, il y avait un truc où ils ont rajouté, quand je l'ai fait la deuxième fois, un truc avec Willy Rovelli. Ah Où il faut ouais. manger tout dégueulasse. Le Non, ça, je cocktail, peux je sais pas. pas Ça, quoi je peux là. pas le faire. Autant la migale, je peux la défoncer easy, la prendre et la jeter. Autant si on me dit, ouais, et croque dedans, là, je ferais, ah non, Ouais. dès que c'est dans la bouche, là, Ah non, c'est un délire, ça. j'ose moins. Ouais, je comprends. Aurélien, toi, tu s'en fous ou... Bah, je viens de la campagne aussi. Donc, Ah oui, d'accord. les insectes, ça me dérange pas de ouf. Genre, Très bien. ça fait Franchement. chier quand je les vois bouger, je suis là, mais tu sais, genre, j'habite oui, non, franchement, non. Les insectes, j'avais des espèces de rampants chelous, tu sais, l'espèce de mille pattes, là, de poussière, là. Ah ouais. J'en avais plein dans ma cave, je vivais dans cette cave, je faisais de la musique dedans et tout, et en vrai, C'était ça me dérangeait pas. Je vais tu pas vois. user la potion magique juste pour ça, tu vois. Bah, si, Ouais, quand non. même. Non, même pas, par contre. J'y vais, toi, donc oui. Non, mais moi, j'ai pas. Il est obligé de dire non. Non, mais moi, oui, enfin, les araignées, j'en suis pas fou, tu vois. Mais en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est. Je déteste tuer.
tuer un être vivant. C'est que quand on me dit vas-y tue l'araignée s'il te plaît et tout, en fait ça me met en galère parce que j'ai pas envie de cesser la vie d'un être vivant. Oui, ça je suis d'accord par contre. Et du coup j'essaie toujours de trouver un moyen de la sortir, mais après j'ai pas envie qu'elle vienne sur mes mains et tout, c'est une galère quoi. Ouais, j'aime pas, je suis d'accord, j'aime pas tuer, mais c'est pas moi qui choisis, c'est ma meuf en fait. Elle me dit tue-le. Oui, c'est ça, c'est toujours ça en général. Si elle me dit prends-le avec un mouchoir et mets-le ailleurs, je le fais aussi, tu vois. Mais c'est elle qui décide. Si elle me dit tue, je tue, tu vois. Après le seul être vivant pour lequel je m'en bats les couilles, c'est le moustique. Je suis en mode vas-y, il me casse les couilles toute la nuit. C'est même mieux, moi quand tu sais avec la raquette électronique, quand il y a il prend du plaisir. Donc ouais, tu le tues et après très souvent je le regarde s'il est coincé dans la raquette et je rappuie un coup pour qu'il juste voir sa dépouille cramer. Je suis d'accord avec toi. Et les moustiques. Voilà, les moustiques. Il les déteste. Je déteste ça. Alors, tiens, j'en ai un pas mal. Vous avez prêté, alors celui-là, il est un peu technique. Vous avez prêté une certaine somme d'argent à un ami, mais cela fait des mois que c'est le silence radio. La limite de temps a été abusivement dépassée. Lui demander de vous rendre votre argent, vous le faites cash sans pression ou ça prend un peu de potion? Par là, j'entends que on vit quand même dans un monde où on a toujours peur de demander à quelqu'un de nous rendre notre argent alors qu'on lui a prêté, quoi. Guillaume. Tu le fais cash ou ça prend un peu de courage d'aller demander ça? Non, ça prend pas de courage, mais bon, il y a un moment, faut rendre l'argent, quoi. Ouais, mais c'est toujours délicat. Bah, ça se fait pas. Bah oui, ça se fait pas, oui. On est d'accord. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé cette situation, je crois. Jamais. Non, je crois pas, non. Si je prête pas d'argent, moi, j'ai pas assez. Je suis pas très fan des relations conflictuelles. Donc j'avoue ouais je me ferai le scénario 3-4 fois avant de dire ouais, tu vois, c'est sinon il y a quand même les tu sais tu me ouais mais je trouve ça dingue d'avoir peur de demander, tu vois. C'est pour ça que moi quand les rares fois où non, je crois qu'on m'a jamais prêté de l'argent, mais je pense que si non, on mais c'est la relation. Prêté 2 € la dernière fois. C'est vraiment le conflit qui arrive derrière, où si le gars il fait ah ben bien sûr ils sont là depuis le début etc. Ouais, désolé, cool. je sais pas quoi, y a pas de souci, mais si c'est vraiment en mode ouais mais mec si je t'ai demandé c'est qu'il y avait une raison et blabla et blabla. Ouais, tu passes pour l'abuseur. Ouais. Alors Guillaume a une très bonne anecdote avec le McDo. J'adore cette anecdote. Ah oui, l'anecdote du McDo. Ah, raconte-nous l'anecdote C'est quoi du le lien? McDo. C'est là. Non, c'est que Ah, mais vous allez comprendre le lien. une fois j'étais dans un groupe de punk hardcore, figurez-vous, et le bassiste me dit ouais putain en ce moment c'est dur, j'ai vraiment pas de blé et tout. On va au McDo. Je dis bah il dit tu veux pas m'avancer un McDo et tout? Je dis ouais bah carrément tu vois. Si tu veux, ouais, pas de problème. Mais c'est pas l'époque de maintenant, hein. C'est une époque où j'étais fin d'adolescence, hein. C'est pas genre j'ai vraiment beaucoup d'argent, tu vois. Donc Chaque le McDo, euro compte. Chaque euro compte. Et du coup, je me fais bah vas-y, je prends pas un best-of, tu vois, Coca frites. Et lui, c'est à son tour et j'entends ouais alors je prends Golden Menu cheeseburger en plus avec Sunday et tout. Il a fait une commande. Mais tu sais, et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas dire, bah, je paye pas, du coup, tu vois. Et du coup, je dis, bah, C'est marrant ça. c'est relou de faire ça. Et du coup, il faut, Ouais, ah, merci, clair. mec, et tout, franchement, ça fait plaisir. J'ai grave la dalle. Je fais, ouais, t'as grave la dalle. Bah, donne-moi un peu de ton McFlurry, quand même. Non, c'est vrai que c'est étonnant parce que si je devais, enfin, je me projette dans la situation de ton pote, mais jamais d'avis, je prendrais juste ce qu'il faut pour. Je prends Tu prends ce que tu prends toi, mais un peu moins, tu vois. Ouais, c'est tout, quoi. exactement, ouais. Ouais, à fond. Et toi, Aurélien? Bah ouais, moi en fait, je suis un peu pareil, c'est-à-dire que à partir du moment où c'est un pote et que je me dis le mec le fait pas de lui-même, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a pas un moment où il dit ou il m'envoie même pas un message pour me dire Ouais, donc mec, quand tu vas lui c'est demander, un ça va problème. créer un conflit. Sinon, il Ouais, t'aurait rendu et je direct. me dis même putain pour l'amitié, tu vois, du truc, le fait que ça se soit pas fait, enfin, je me mets dans la situation où lui il m'aurait prêté de l'argent, je lui aurais envoyé un message en lui disant genre je sais pas mec, c'est chaud là, je peux pas te les rendre et tout, ça m'emmerde. Et le fait que ça soit pas réciproque, bah tu sais, c'est tout ce truc de l'amitié et de la réciprocité, ça me fait toujours un peu chier, comme le truc t'achètes un McDo et au final le mec il prend la totale. Après, c'est pas grave, hein, mais bon. Mais après, les gens n'ont pas toujours le même rapport à l'argent, en fait. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'ai eu des fois plein de potes qui avaient pas du tout le même rapport, qui des fois te tapaient grave de thunes. Et, mais à la cool, genre en mode, c'était pas grave. En même temps, je savais que si je devais leur demander un service qui avait rien à voir avec l'argent, ils seraient toujours présents, tu vois. C'est un peu compliqué de dire par rapport à la thune. Donc, j'essaye de pas trop être dedans. Des potions magiques, ouais. Une des grosses peurs des Français. Bah, attends, et toi, tu fais quoi? Moi, en fait, dans ce genre de situation, j'aime bien que tout soit clair, direct. Tu vois. Donc, j'essaie de faire en sorte que. Tu fais un contrat ou pas? Non, mais par exemple, si je dois quelque chose à quelqu'un ou quoi, j'essaie de faire en sorte que ce soit dès que je le peux le plus rapidement possible. Ouais. Et pour, tu vois, éviter qu'il y ait tout ce genre de trucs, ça me met très mal à l'aise en général. Donc, je préfère être clair avec tout le monde et que tu vois, on soit clean, quoi. Mais parce que j'imagine que quand
quand tu demandes de l'argent à quelqu'un, tu sais que tu lui dois de l'argent. Donc tu sais que l'autre il sait que tu sais qu'il attend, tu vois. Donc c'est gênant pour tout le monde. Donc évitons cette gêne, quoi. Ouais. Enfin, bref, mais c'est vrai que c'est toujours bizarre. Et une petite digression, est-ce que vous avez déjà prêté un truc et qui est jamais revenu et vous avez retrouvé oui. mal à la gorge? Et il y a un truc très précieux que vous avez déjà prêté, vous êtes là en mode. Non. Par contre, moi, on m'a déjà prêté un truc et je l'ai jamais rendu. Je sais très bien ce que c'est. Vas-y, balance. C'est nul, hein, mais c'est des albums, des CD de l'époque. Ouais. Et que j'ai gardé tout le temps. Ouais. J'ai jamais rendu. Tarbon. On m'avait prêté le DVD de Un jour sans fin, j'ai jamais rendu. Ouais, voilà. Ok. Bah, moi aussi, je pense qu'il y a des trucs que j'ai jamais rendus. Mais inversement, il y a des trucs que j'ai prêtés et que je reverrai jamais les personnes. C'est bien, t'as déjà prêté des trucs. Je pense rendre assez facilement. Je pense, ouais. Parce que j'aime pas être, tu vois, j'aime bien. Au fait, j'ai bien, hop, je te le rends. Ça, j'aime bien. Mais t'as Gal Mektoub qui a mon exemplaire de Domu, la BD Le message est passé. de Katsuhiro Otomo. Ouais. Et c'est un exemplaire rare, donc il faut que tu me le rendes dans les plus brefs délais, en fait. C'est vraiment rare. Est-ce que Lucien, Par contre, je prête facilement, mais là, à cause de Gaël, peut-être je vais prêter moi. mais parfois aussi, il y a des moments où tu penses pas. Par exemple, il y a 3 semaines, je demandais à Valentin Jean du Monde à l'envers de me prêter un néon bleu parce que j'avais besoin d'un néon bleu. Ouais. Et il me l'a prêté et à chaque fois je le vois dans mon bureau et je suis en mode ah oui c'est vrai, il faut que je l'appelle. Mais 2 minutes après j'oublie. Parce que bon, c'est un nom bleu, quoi, tu vois, je suis là, genre. Tu vas bon. jamais lui rendre, quoi. Si, il faut que je lui rende. Ouais, tu vas jamais lui rendre. Mais à chaque fois, je suis en mode, putain, oui, c'est vrai, il faut que je rende Mais je son trouve qu'il y a néon bleu. rien de plus stylé que tu revois ton pote, mais genre, vraiment la fois d'après, et tu fais, oh, je te l'ai rendu. Il y a un truc genre, tu sais, Ouais, t'es clean. propre, T'es un gars clean. Ouais. propre, tu fais putain, T'es un gars et en fait, Et tu me l'as pas tu demandé. fais un en peu plus. tu fais un peu l'effort, et si tout le monde fait un peu l'effort, il y a un truc genre, ça se passe bien. Mais Ouais, c'est vrai. l'espèce humaine fait que c'est l'inverse. Ça pire. C'est vrai. Alors, une des plus grosses peurs des Français, selon un sondage, c'est le dentiste. Vous vous en foutez, Aïe, vous, aïe, ça aïe. nécessite un peu de potion d'aller chez le dentiste, Guillaume. Non, moi, c'est bon. Putain, mais toi, t'es un vrai gars, t'es un Non, mais dur, dentiste, t'es un dur au franchement, ça me fait mal. rien. Et là, Tu t'en vraiment, fous du dentiste. dentiste, Ouais, ça fait rien ça me fait rien. Ah ouais? Non, mais Putain. ouais, ça me fait. Moi, j'ai eu des vrais trucs et tout, mais ça me fait. Cyprien, Voilà. Il vient de dire ça comme si c'était pris une balle. J'ai eu des vraies balles. Non, mais J'ai eu genre. des vraies Non, mais balles. Pas les des dents, pas les dents, des ça caries, nique. tu vois, Les des dents, trucs ça genre, nique. un abcès, des trucs comme ça, tu Ouais. vois. Des trucs qui font vraiment mal. Ouais. Bah, tu vas et puis voilà, c'est tout. Cyprien, le dentiste, ça te demande du courage ou tu vas tranquille? Moi, j'y vais totalement tranquille. Ah ouais. Mais moi, je suis exactement comme Guigui, c'est que je comprends pas ceux qui ont peur. Vraiment, tu vois, je ne vous comprends pas parce que tu as mal quelque part. Le mec, c'est le métier pour que tu ailles mieux. Normalement, tu dois être content. Enfin, moi, si j'ai mal, je vais chez le Ouais. dentiste, j'ai hâte, je fais T'es putain, à soulagé, quelle heure grave. et tout. J'ai la rage de dents et tout, donc. Ouais, mais je- parfois, t'as pas mal et juste tu dois y aller et tu sais que tu vas taper la piqûre, Le le petit truc et tout, détartrage. ça. Non, franchement, vraiment pas du tout. Ah C'est- ouais. ouais. Toi, Aurélien, par contre, t'as peur du dentiste? Non. J'ai peur du dentiste, j'ai peur de m'étouffer. Ah ouais. En fait, je respire pas très bien du nez et t'es tout le temps à moitié allongé sur cette merde et des fois ça dure des plombes. Il l'était. Mm. Et pour le coup, j'aime pas trop. En fait, j'aime bien. Ça me dérange pas d'être chez le dentiste qui soit dans mes dents et tout. J'ai pas vraiment mal. Moi aussi, comme Guigui, j'ai eu plein de trucs ces derniers temps. C'était galère de ouf. C'est juste le fait d'enchaîner les trucs très longs et d'être allongé, tu sais, d'être là. Même s'ils ont mis des télés, des trucs. Mm. Tu sais, à un moment, je respire plus, j'en ai marre. Et tu sais, je commence à être impatient et je commence à le sentir. C'est bientôt fini, monsieur Chapuis. Je fais, ouais, ça fait une demi-heure, 45 minutes. Là, j'en ai marre. Et ça Ça fait des interventions. Ça, c'est ma hantise. Incroyable. 45 minutes, c'est mégalon. Non, ouais, j'avais des petits Y a canaux. plus rien d'origine, J'avais là, des mon petits- pote. J'avais des petits canaux à remplir, tu vois. Donc tu connais. Ok. Moi, j'ai eu le malheur d'avoir en fait, mon dentiste, c'était un ami proche de la famille. Mm. Et donc, il y avait beaucoup de. Tu y allais tout le temps, quoi. Non, mais tu vois, il y avait un truc de naturel. Bon, on se connaît, quoi. Tu vois. Et donc, il s'avère que je supporte l'équipe du PSG et lui supporte l'OM. Et Aïe. il avait une sorte de jeu comme ça qui était méga relou. C'est genre, j'étais sur la chaise du dentiste. Et donc, il me disait, allez, dis l'OM. Dis, allez, l'OM. Et si je le disais pas, il me disait comme ça avec son truc. Et tu sais, il me mettait un jet d'eau dans la gueule. Et tout, tu vois. Et tu sais, c'était relou, quoi. J'étais là, genre bon. Et bien évidemment, je disais allez l'OM, mais il me faisait chier sur plein d'autres trucs, quoi. Et puis voilà. Et puis il y avait aussi un côté où, comme il me connaissait, je pense qu'il allait plus à l'arrache qu'avec les vrais clients. Genre, ouais, je fais comme ça à lui, tu vois. Et avec les autres clients, il était précieux, tu vois. Mais avec moi, il était en mode, bon, allez, on s'en fout, tu vois. Donc voilà, donc j'ai un petit peu peur du dentiste. Ah ouais. Si j'avais été dentiste, mais c'est sûr, j'aurais fait 1000 fois pire, quoi, tu vois. Je vois pas un monde où je joue pas avec la fraise et que C'est très tentant. Ouais. Je peux comprendre. En même temps, je le comprends. C'est très tentant. Où tu vas dire, oula, mais c'est nécrosé. Ah bah non, pardon, excusez-moi, tout va bien. Tu sais, je sais pas, c'est tentant. Tu te vas dedans, tu C'est tout pourri là-dedans. Alors, celui-là est assez moderne. Si on vous disait demain, pendant 1 mois, tu ne touches pas à ton smartphone, ce serait tranquillement gérable pour vous ou impossible à gérer? Guillaume? Ben, ouais, je pense que oui, je pense que c'est faisable. Ouais, tu pourrais gérer 1 mois sans smartphone? Ouais. Cyprien? T'as l'ordi, quoi. Ouais, il l'ordi, non. Bah, mais- attends. Non, il mais faut- pas Internet, terminé, fin. Ah, pas Il d'internet. faut un, comment dire, Ah, pas Internet pendant 1 mois. Alors, Ah ouais. attends, si t'as pas internet, pour moi, c'est que t'es dans un endroit où il y a pas internet.
Donc si l'endroit est plus cool que Internet, Non, c'est vraiment c'est souvent le cas. c'est vraiment tu fais une coupure, Là, je dis pas, tu fais une coupure, tu restes à Paris, tu fais une coupure pendant 1 mois, tu touches pas ton smartphone. Je pense que la réponse contraire, ce serait triste en vrai. Si on commence à dire, ah non, je pourrais pas et tout. Attends. Non, mais en vrai, c'est une vraie question aujourd'hui. Ouais. Mais je pense que c'est faisable. Parce que nous, en plus, on a connu, on n'est pas né avec, hein. Tu vois, on s'est s'amusé sans. Ouais, tu mais vois. aujourd'hui, c'est vraiment un prolongement de la Ah, main. mais pas quoi, Internet, moi. tu pourrais, c'est rien, bah. C'est vrai que c'est hyper pratique et tout. Et maintenant, depuis genre 1 an, je fais un truc, c'est que maintenant, je scrolle sur les chiottes, tu vois. Ce que je faisais pas avant, quoi. Je suis sur les chiottes et en plus, donc ça me rajoute quelques minutes en plus de, tu vois, inutiles, que je Ouais. vraiment perdu de ma life, quoi. Donc je vais essayer de peut-être arrêter ce genre de choses. Mais je pense que ça irait. Moi, je m'occupe, en tout cas, très facilement. Tu vois, moi, c'est faire, mais, je sais pas, écrire, regarder quelque chose, voilà, loisirs créatifs et tout. Donc je pourrais m'occuper très facilement derrière. Je suis pas genre, putain, si j'ai pas mon smartphone, j'ai rien à foutre, Ouais. c'est la mort, quoi. C'est pas du tout le cas. Et enfin, on termine sur la peur la plus répandue chez les Français, selon un sondage, c'est la peur de l'avion. Vous vous en foutez, vous, ou encore là, ça demande du courage. Je vais encore gagner. Tu n'as peur de J'ai rien. pas peur de l'avion du tout, en fait. Mais bon. T'as peur de rien, Guigui? Mais C'est non, quoi, mais si, c'est mais je sais pas. incroyable. Bah, tu vois, par exemple, j'ai plus peur d'une petite souris que d'un avion. Ah! Non, les souris, j'aime pas, parce que ça me fait sursauter. C'est ça qui m'énerve. Ça te Tu sais, quand ça arrive d'un coup, t'es. Ça, c'est. Il y en Voilà. a une qui est passée chez WAM, Ça fait sursauter. et non, mais elle est vraiment passée vraiment derrière ma télé, tu vois, donc je pouvais la voir. Et c'est très marrant parce que bref. C'est ça, c'est une souris, ça? Non. Ah. Non, en fait, elle s'est mise derrière un radiateur, ok. Ok. Et du coup, donc ma meuf terrorisée et tout, tu vois. Moi, I don't give a shit, tu vois. Ce n'est pas mon problème, m'en fous. Je la regarde et en fait, elle me dit, vas-y, jarte là, je sais pas quoi. Donc je me dis, elle est derrière le radiateur. Je regarde en dessous, sous le radiateur, elle est plus là. Je fais waouh, tu vois. Ma meuf regarde sur le côté, la souris s'était mise sur la plainte, ce qui fait que elle savait qu'on pouvait la voir du dessous, du coup elle s'est remontée un peu. Je suis putain, elle est vraiment forte, tu vois. Du coup, il fallait vraiment la regarder de côté pour la trouver, tu vois. Je suis putain, elle est vraiment intelligente. Et là, il s'est passé un truc assez drôle où ma meuf, elle a mis une sorte de carton d'un côté. Et moi, j'allais vraiment la prendre avec les mains et tout. Peut-être j'aurais chopé un truc, mais Ouais, je sais c'est pas. ça. À ce moment-là, j'ai pas trop réfléchi à ça. J'ai dit vraiment, je vais la choper. Peut-être j'avais pris un mouchoir, mais bon, bref. Et en fait, là, donc, c'était un peu dans un coin. Ma meuf, elle tient le carton au sol, mais vraiment terrorisée, tu vois, pour qu'elle puisse pas sortir de l'autre côté. Comme ça fait une sorte de, tu vois, voilà. Je peux la choper, quoi. Et là, vraiment, je commence à aller un peu sous le radiateur. La souris, elle sort un peu, elle fait un rond suffisant pour que ma meuf soit terrorisée, fasse un bond en arrière. Et du coup, le carton était vraiment très loin, tu vois. La souris s'est barrée. Je fais putain, mais la souris, elle connaît genre comment ma meuf va réagir, tu vois. Elle est trop forte. Elle fait, Elle a hop, je fais mental. juste ça, tu vois. C'est intelligent. Et j'étais C'est grave très mental. impressionné, quoi. Et après, je l'ai revu ensuite dans ma cuisine aussi. Et on l'a plus revu depuis. Moi, je me souviens un jour, une nuit, avec mon pote Mehdi, on était en train de regarder la télé dans ma chambre, on devait avoir, je sais pas, 20, 21 ans. Il est 4h du matin, on comate devant la télé, on dit rien. Tu sais, ce moment-là où juste tu parles plus avec ton pote, tu regardes la télé, puis tu dors pas trop et tout. Et là, on entend un petit bruit assez chelou. Et on allume la lumière et il s'avère qu'il y a une souris dans la chambre. Et à l'époque, j'avais un chat, enfin un autre chat que celui de maintenant. Qui fait très mal son travail. Et du coup, j'ai ramené mon chat, je l'ai mis dans la chambre, j'ai fermé la porte. Et là, j'ai entendu un boucan pas possible. trop stylé. Mais ouais, mais franchement, ça a marché, quoi. Non, mais franchement, c'était Tom et Jerry, quoi. Non, mais c'était vraiment ça. C'était Tom et Jerry, genre, rien, j'entends des bruits, genre, Trop ça bien. court de partout et tout. Et au bout de quelques minutes, plus de bruit. J'ouvre la porte et il s'avère que Elle l'a bouffé. c'était terminé, quoi. Elle l'avait, Ah ouais. elle l'avait tué, Wow. tu vois. Et figure-toi, je me suis senti méga coupable au final, tu vois. Bah. Parce que j'ai vu cette souris morte et je me suis dit, en fait, c'est pas cool ce que j'ai fait, quoi. J'aurais pu trouver peut-être un moyen de. Et on lui a offert des funérailles dans la cheminée avec mon pote à 5h30 du matin. Et puis ça s'est terminé Sans comme parler. ça. Mais du coup, Ta soirée un peu nulle où tu parlais pas, c'est devenu un mais vrai ouais, c'est truc, en devenu un fait. truc mémorable, tu vois. Et du coup, ouais, on a fait une sorte de petite prière dans la cheminée. Elle est partie comme ça. Et ouais, je me sentais un peu coupable. Mais c'était vraiment Tom et Jerry, c'était fou, quoi. Et là, du coup, comme j'ai vu 2 fois cette souris, j'ai googlé comment se débarrasser d'une souris. D'après vous, quel est le conseil numéro 1 Alors, je sais que que tu trouves sur Internet? alors ma mère récemment avait une souris chez elle et tu peux acheter La une pète. petite boîte et elle va dans une boîte sans souci et après ils l'ont relâché dans la Je nature. sais que dans mon appart d'avant, j'étais allé voir la concierge, qui s'occupait, et elle m'a donné le conseil le plus débile pour se débarrasser d'une souris. Attention, ouvrez les fenêtres. Bon, allez. Je fais, allez, c'est bon, vas-y, c'est bon. Se suicider. Allez, c'est bon. Tu vas sur n'importe quel forum, n'importe quel top, le numéro 1, c'est avoir un chat. Ah ouais. ouais. Ah, c'est ça. Ce qui est très engageant en termes de temps Bah ouais. et tout ça, je trouve. Même émotionnellement, c'est Bah peut-être ouais. un peu Faut lui donner impliquant, un quand nom, même. faut faire des trucs. Faut le caresser, tout ça. Voilà.
Alors, je les ai pas cités, mais Attends, dans on les... n'a pas parlé de notre peur de l'avion, mais. Ah oui, c'est vrai, la peur de l'avion. Moi, je suis comme Iggy, pareil. Ouais, non. Je m'en fous. Quand il y a vraiment des turbulences et tout, je fais. C'est le moment où on meurt là, et après je fais non. Ouais. Voilà. Toi, Aurélien, t'as peur de l'avion? Pas trop à la base, mais ma meuf, elle est vraiment tétanisée. Pour le coup, Ah ça ouais. me tétanise en fait. Et ça te l'a. Bah ouais, par exemple, la le voir et tu tout, l'as eu un peu. tu sais, de la voir en fait visuellement, ça, Ouais. tu sais, elle est accrochée tout ça et pour le coup, bah ça me procure plus. Enfin, je me dis, bah non, ça va et tout. Ça fait, bah en fait, c'est bizarre, non? Ouais. Tu sais, ça fait un truc communicant. Je pense que si j'étais tout seul, peut-être ça irait. Mais après, je sens en fait les autres, tu vois. Et donc là, je regarde un peu les gens et je vois certains qui le vivent mal, tu sais, qui sont en sueur, De toute façon, on va boire de l'alcool et Moi, tout. je regarde jamais les quand même autres ce gens. truc où, tu sais, quoi qu'il arrive, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, ok. Quel grand sage, Guigui, on va le mettre en haut d'une montagne. tu vas tu vas nous faire plusieurs kilomètres pour le retrouver. Quand vous tapez conseil numéro 1 sur Google, c'est ça qui sort. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, t'es en Qu'est-ce l'air. que tu veux Ouais, c'est foutu, et puis voilà. Moi, je suis jamais également, trop pas serein en avion, mais je pense que c'est une histoire d'habitude. Je pense que quand t'as l'habitude de prendre l'avion plusieurs fois, tu perds ce truc. Oui. Et quand tu le prends une fois tous les 2 ans ou 3 ans, t'es en mode flip de ouf, quoi. Tu vois. Mais, Ouais, c'est vrai. mais moi, c'est pas. Souvent, les gens disent j'ai peur lors du décollage ou de l'atterrissage. Non. Moi, j'ai surtout peur au milieu, quand on est au milieu de l'océan, parce que je me dis waouh, il y a juste l'océan en dessous, Ouais. quoi. Moi, c'est une Donc, turbulence quand la lumière elle s'éteint. Là, je fais waouh, les gars. Mais pour le coup, t'as vraiment la grande majorité des accidents. Et il y en a eu très peu, mais la grande majorité des accidents en avion, c'est vraiment décollage et atterrissage. Donc en Ouais, fait, c'est vrai. au moment où t'as peur, c'est le moment Ouais, mais tu où vois, celui de déjà Rio, là, normalement- qui s'était perdu en pleine mer, ça m'avait un peu Non mais traumatisé. ça. t'en as un qui C'était au décollage. Non, c'était pas au Non, non, décollage, c'est c'était pas en au pleine mer. Ah non, c'est vrai. Et ouais, c'est ça. Alors, je les ai pas toutes citées, mais dans les 10 peurs des Français, nous avons également la peur des serpents, la peur du vide, celle des Ah, espaces j'ai clos. un peu le vertige moi. Ouais. Ouais, vertige. Mais ça va mieux. Il y a aussi celle des espaces clos, la peur du hacking informatique, qui est rentré dans le top 10. Génial, le cette année. hacking. J'ai peur du hacking. Ouais, et surtout la peur du hacking. Enfin, au moins quand t'as peur du vide, c'est qu'on a du vide. Quand t'as peur de l'avion, c'est qu'on a un avion. La peur du hacking, c'est permanent en fait. Bah oui, c'est Tu tout te le lèves temps. et tu fais j'espère que mon mot de passe n'a pas été. C'est clair. La peur des C'est clowns bizarre. et enfin la peur du noir, même chez les adultes. Ouais. Donc Ah c'est ouais. un nom spécial. Est-ce que vous pensez que Stephen King, il a joué sur la peur des clowns ou ça existait avant? Bah non, oui, forcément, il a joué dessus. Parce que franchement, Ouais, Alors- mais c'est une bonne question. Moi, je me. qui avait peur des clowns avant? Avant, c'était censé être un Non, il y a personnage toujours eu sympa. une peur des clowns parce Il y a qu'il y avait toujours ce tueur en série. Comment il s'appelle ce tueur en série qui se déguisait en clown, Oui. un des pires de l'histoire Oui. américaine. Ah non, je J'ai connais pas ça. Qui d'ailleurs- Gacy? Non. Exactement, si, Clancy ou Non, Gacy. Gacy, exactement. G-A-C-Y. mais j'ai oublié D'ailleurs, son je crois qu'il y a une prénom. chanson de Sufjan Stevens qui s'appelle, Ah bon? ouais, qui s'appelle comme ça du nom du tueur en série. Yes. Et Bonne d'ailleurs, vibe. ce type après, ce tueur en série, ce fameux tueur en série qui se déguisait en clown pour tuer des enfants. Yes, Ouais, bon délire. on l'embrasse. Hein. Dans sa On baille. une fois en prison, il peignait des tableaux qui étaient horribles, dégueulasses. Vous tapez. Alors c'est con parce qu'on n'a pas le nom exact de ce tueur en Des série. tableaux de clowns. Des tableaux de clowns et autres. Parce que Et les tableaux sont dégueux. Ouais, il y a un groupe qui s'appelle Acid Bass, un groupe de métal, qui a fait une pochette avec un tableau de lui. Eh ben tu vois. Sérieux? Et mais figurez-vous que ces tableaux valent cher aujourd'hui. Pourquoi? Bah, parce que c'est genre, tu sais, c'est comme Il me semble. récemment j'ai regardé le reportage sur le tueur en série Richard Ramirez qui vient de sortir sur Netflix. Très beau, très belle série docu. Enfin non, pas très belle. Non, c'est pas très belle. beau. Hein. On en a parlé Très bonne série hier de- avec on en a parlé Guigui. hier. Et j'ai adoré l'inspecteur. Enfin, alors, Ouais, finalement. mais c'est exactement ce que j'ai dit à Guillaume. J'adore, il ouais. a un truc très Ah cinématographique, cet ouais, inspecteur. c'est son histoire. Salerno là. Ouais, Le fait que ce soit le petit newbie qui rentre, etc., qui est ça, pas c'est trop le pris au deuxième, ça. sérieux Ouais, et ouais. tout. Non, c'est cool. Et qui soit un peu chapeauté par le gars qui a de l'expérience. Son histoire à lui, elle est trop belle. J'adore ce personnage. Alors, je sais plus du tout pourquoi je parlais de Richard Ramirez, mais ah oui, voilà, pour dire que Richard Ramirez c'est un des pires tueurs en série de l'histoire américaine. Mais il faut savoir que quand il y a son procès qui arrive, eh ben il y a plein de meufs qui lui envoient des photos d'elle à poil ou en mode ouais, j'aimerais trop sortir avec toi, etc. Et finalement, il s'est marié avec une meuf après, Richard Ramirez. Donc Ouais. c'est assez incroyable, il y a une sorte de Après fascination avoir pour les violé tueurs des en série. enfants, tué des Ouais, c'est mamies, mais mis sa bite dans une tête décapitée, et après il y a des meufs qui lui envoient des Ouais, nudes. c'est Yes. horrible. Non Voilà. mais c'est ouf. Là récemment, alors On a fait hier avec Guigui, on faisait un peu le bilan de ce qu'il faisait, et on a fait ouais, dégueulasse. non mais C'est alors, vraiment horrible. on fait le bilan de ce qu'a fait Richard Ramirez, mais après avoir vu la série docu sur Netflix, je me suis renseigné sur un autre tueur en série. D'ailleurs, il y a une autre série docu qui est assez cool sur Netflix sur le tueur en série Ted Bundy. Ah, Oh, Ted. Ouais. Et légende. je suis retourné sur le Wikipédia de Ted Bundy. Il faisait des trucs, le gars. Alors, c'est très loin d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, ce que je vais vous raconter. Mais en gros, ce qu'il faisait, c'est que Shabbat, part si de t'entends Jamel. l'émission, part on de sait Ja- tout ce qui s'est Ouais, passé. c'est ça. Non, mais en On fait, n'est pas il- garant de tout ça. il tuait des femmes. Et en Mais c'était fait, que des femmes par contre. ce chacal, il revenait des mois plus tard sur la scène du crime.
il savait où était le corps, parce que personne n'avait retrouvé le corps, et en fait, il recommettait un acte sexuel sur le corps en décomposition, et il arrêtait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de putréfaction du corps et que le corps n'existe plus et qu'il soit bouffé par les animaux, quoi. Il y a une très bonne ambiance dans ce podcast. Non mais comment tu peux arriver à faire ça, putain? Et le pire, c'est qu'en plus... Ted Bundy qu'on embrasse également. Non mais le pire, c'est que j'ai vu des interviews de Ted Bundy. C'est un mec, il est un peu beau gosse parce qu'il avait cette particularité d'être un peu beau gosse, Ted Bundy, etc. Et quand on le voit parler, on se dit mais attends, mais comment ce gars peut faire ça? Il avait beaucoup d'éloquence, etc. Ouais, voilà, comment il peut faire ça? C'est dingue. Ouais. Enfin bref. Moi, c'est le truc qui m'a rendu ouf sur le docu sur Ted Bundy, c'est le juge qui dit dans une autre vie, vous aurez pu être quelqu'un de bien ou d'intéressant et tout. Je fais mais fais le bilan, mec. Pourquoi tu dis ça? Je suis en série. Tiens. Ça m'a énervé quand le Comment juge on revient sur Astérix après? Je vais te dire. En 99. Le réalisateur Claude Zidi. Il dit c'est tout ça. Il n'y a pas de transition. Non, le réalisateur Claude Zidi, que l'on connaît pour Les Soudoués. Tu as bonne ambiance déjà, Les Soudoués. On revient dans une meilleure ambiance. Claude Zidi, on est loin du meurtre, on s'éloigne. La putréfaction, on s'éloigne derrière. La machine à claque. Exactement. Claude Zidi, on le connaît pour Les Soudoués, L'aile ou la cuisse ou encore Les Ripoux. Il a ouvert la voie en mettant en scène Astérix et Obélix contre César, ce qui a permis d'installer les acteurs et les personnages dans l'esprit des spectateurs. 3 ans plus tard, en 2002. Ce film, il est comment? Il est vraiment différent. J'ai pas un bon souvenir. Il est plus pour la famille en mode, tu vois. Je pense que ça respecte plus la. Enfin, je dirais pas que ça respecte plus la BD, mais en tout cas, c'est plus familial. Ouais. C'est nul un peu. Quand même. Ouais, voilà. C'est moins bien que le. Switch. Mais d'ailleurs, le Mission Cléopâtre, il respecte la BD. Tout ça, c'est dans la BD. Ouais, aussi. Ouais. La trame, c'est la même. Ouais, la trame est dans la BD. Quasiment. Sauf que il a rajouté des trucs, mais la trame. Amiral Ducapa, mais oui, c'est la même trame. Ok. Ouais, Chabat, il avait dit qu'il avait en gros renouvelé uniquement les cases où les blagues elles étaient trop vieilles. Ok. Donc il avait essayé de garder le même humour et de le rendre mieux. C'est un mytho ça, parce que tu vois tellement sa patte, c'est pas du tout. Mais après, c'est fidèle à l'histoire, je suis d'accord. Et les personnages et tout, mais en vrai, l'humour et ce qui fait exploser de rire les gens, c'est pas du tout les blagues de la BD. Et donc 3 ans plus tard, en 2002, c'est Alain Chabat qui a eu l'honneur d'être choisi pour mettre en scène Les Deux Gaulois. Un véritable rêve, car pour lui, la BD, ça a toujours été sacré, Aurélien, Alain Chabat. J'ai l'impression que tu disais pour moi. Oui, tout à fait. En effet, Alain Chabat, j'ai découvert plein de trucs en faisant des petites recherches sur Alain Chabat, parce qu'en fait, la bande dessinée, en fait, c'est vraiment son kiff premier. Ouais. C'est-à-dire que Chabat, au départ, il voulait vraiment être dessinateur. Il a rencontré un peu comme tout le monde, comme on en parlait. Il a découvert donc Spirou. Astérix, c'était son premier kiff, et il s'est avéré qu'il a vécu lui aussi à Bobigny assez longtemps. Donc il a eu une sorte de mimétisme avec Uderzo, et Astérix c'était vraiment sa BD première. Et après il y avait surtout Spirou, et il disait qu'à l'époque il consommait beaucoup les petites bandes dessinées qu'on avait en format poche, là, les swings, tous ces trucs qui se passaient entre les cow-boys, les indiens. Donc il y avait tout cet imaginaire un peu américain aussi qu'il développait beaucoup. Et après il y a eu, bien sûr, t'en parlais, Pilote. Et les affiliés de Pilote, donc notamment Flux Glacial qui arrive derrière, L'écho des savanes, donc tous ces magazines où il y a en général donc des planches avec des histoires assez courtes. Et lui, il se dit vraiment, mais en fait, j'ai envie de faire ça, quoi. Surtout Gottlieb, rubrique à braque, des trucs comme ça. Il se dit genre vraiment c'est mon humour, c'est ce que j'aime, voilà, c'est ce que je veux dessiner. C'était déjà dans Pilote en plus d'ailleurs, parce que c'était scénarisé par Goscinny. Donc c'est là à mon avis que Alain Chabat a vraiment senti son humour arriver. C'est de l'humour de bande dessinée en fait. Et d'ailleurs j'avais lu une interview de Chabat qui disait qu'en CM1 il y avait eu un exercice avec la maîtresse, et la maîtresse avait dit mettez dans la marge le métier que vous aimeriez faire plus tard, et en CM1 il avait écrit dessinateur, Chabat. Ouais. C'est pour ça que je me sens très, enfin voilà, pour moi c'est une vraie référence. Ouais, une vraie référence, un vrai modèle pour moi. Et aussi pour un milliard de raisons, j'ai pas tout digué de sa life parce que ça fait un peu creepy, mais déjà dans son humour et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on peut voir, je me sens à 100% là-dedans. Ça m'a beaucoup influencé, et en plus quand j'ai un petit peu creusé lui comment il met en scène aussi un petit peu ce qu'il aime et tout, je me sentais en phase à fond, parce que moi je dessine depuis que je voulais, moi j'ai rempli aussi la case tu veux faire quoi plus tard, dessinateur, tu vois. Ah ouais. Et dessinateur BD tu voulais faire, ou dessinateur en général? BD, moi ce qui me passionne, c'est vraiment les personnages, les histoires, les aventures, etc. Après c'est dur d'écrire des histoires, enfin quand j'étais ado, du coup je préférais juste dessiner un peu des trucs un peu plus vains, quoi. Et oui, voilà. Mais il dessine bien là, Chabat? Bah écoute, c'est ça qui est intéressant, c'est quand il dessine donc énormément quand il est jeune, et donc en 78 il est publié.
dans 2 magazines qui sont BD underground, mais à cette époque-là, c'est donc après, c'est la même époque que Métal Hurlant et tout. En fait, il y a énormément de fanzines, magazines, de bandes dessinées où en fait, tu peux assez facilement être publié. Il y a quand même 2 gros magazines BD qui étaient très importants à l'époque, qui s'appelaient Anti-Rouille et Mohican, dans lequel il fait 2 pages en fait, signé Alain Chabat. Ça doit coûter un peu de la thune, ça maintenant. Où il racontait en 1 page des histoires, et en fait, il s'est assez rendu compte assez rapidement que finalement, son dessin, c'était plutôt du dessin d'humour. Et donc, il se rapproche un peu de l'esprit des dessinateurs de New Yorker. Il dit, en fait, ce que j'aime bien, c'est faire un dessin avec une blague, une citation, ou alors du strip. C'est pour ça qu'il commence à s'intéresser au strip, où c'est juste une suite de 4 images. Et il dit, c'est un peu un truc que je vais toujours garder, parce que c'est comme à chaque fois qu'il veut... Il dit, même quand je vais expliquer quelque chose, en fait, même pour Burger Quiz, il disait, quand je veux expliquer une situation et que je sais pas comment l'expliquer avec des mots, en fait, je fais une suite de crowbars. Et j'explique en gros comme un petit storyboard. Et pour lui, c'est finalement les mimétismes que j'ai de comment je voyais mes bandes dessinées à l'époque, quoi. Mais c'est d'autant plus une référence pour moi, parce que je fais exactement la même chose. Donc moi, j'ai réalisé par exemple un court-métrage l'année dernière que je publie sur ma chaîne YouTube, et ou même sur tous mes autres sketchs. Et à chaque fois, moi j'ai un tableau blanc à mes bureaux et tout, je dessine tout, je fais toutes les cases, tous les plans, etc. J'adore ce truc de comme je fais du dessin, pour moi c'est très naturel de faire le storyboard et de faire mon découpage comme ça, tu vois. Moi j'ai tous mes potes qui sont réalisateurs qui font plutôt des plans au sol, donc ils font les personnages, les déplacements, les caméras, tu les mets là et tout. Moi je préfère largement, je dessine ma petite amorce, mes trucs, mes travelling, je fais mes flèches et tout, tu vois, pour que n'importe qui puisse regarder le truc. D'où pour moi la BD et la réalisation. Et pour moi c'est normal que Chabat soit aussi réalisateur et qu'il ait ce truc du rythme, parce que quand tu fais de la BD, comme Riyad Satouf ou n'importe qui, c'est la réalisation, et tu cadres déjà ton récit en images, en rythme et tout. Donc en fait, quand t'as une suite d'images, c'est encore plus simple. Ouais, t'as déjà des cadrages et tout. C'est exactement ça qui va arriver, et c'est encore pire parce que le début de la carrière en fait de Chabat, qui va commencer à la radio en 1980, c'est incroyable parce qu'il dit genre je veux tester la radio. En fait, il y va un peu sans y croire, mais il y va en voulant faire une sorte de reportage, en se disant je veux créer une sorte de Gaston Lagaffe, animateur de radio, je veux faire une bande dessinée en fait. Et je me dis je vais aller être animateur pendant quelques mois, et puis je vais voir si ça me donne la matière suffisante pour créer une bande dessinée en fait autour de la radio libre qui venait de se créer. Et il voulait en faire un personnage en fait de ça. Et en fait, il se fait rattraper par la radio parce que ça cartonne. Il est sur France Inter, sur j'avais noté quoi ? Attends, c'était marrant. Radio Andorre. Il était sur Radio Andorre, France Inter au début, RMC, et donc ça cartonne. Il fait une émission avec Dick Rivers sur la musique parce qu'il voulait aussi être chanteur de rock. Il y avait ces 2 passions, il y avait la musique, il était très rock, il avait la musique et la bande dessinée, et donc cette passion pour la musique et pour l'audio commence un peu à l'emmener de la bande dessinée. Et à RMC, il rencontre Pierre Lescure, qui 2 ans après lui dit genre écoute, je monte Canal+, est-ce que tu veux faire ce que tu fais à la radio mais à la télé? Et il fait ok, go. Et c'est en fait finalement un cheminement complètement naturel de son esprit bande dessinée, parce qu'il va dire en gros l'humour que j'amenais et tout, c'était l'humour que je voulais amener dans mes dessins et dans les bandes dessinées que je lisais, quoi. C'était du Goscinny, c'était du Pilote, c'était du Flux Glacial, c'était du Gottlieb, mais en version live, quoi. Mais c'était vraiment cet esprit-là. Ce qui est assez ouf, c'est que pour le coup, en étant un grand fan de Gottlieb, quand ça cartonne pour Les Nuls, en 88, il scénarise une page pour Rubrique à Braque de Gottlieb, qui sera dessinée par Gottlieb en 88, donc qui paraît dans Flux Glacial et qu'on peut retrouver dans Rubrique à Braque, le dernier volume, je crois. Donc c'est vraiment une page qui est écrite par Alain Chabat. Ouais, c'est cool. De toute façon, quand tu t'es inspiré par des gars, t'aimes bien essayer de faire la boucle, tu vois, de dire tiens, j'ai réussi à, tu vois. Ça veut aussi dire que quelque part Gottlieb s'est retrouvé dans l'humour de Chabat et était ok pour le scénario qui scénarise cool, une qui remplace Goscinny en fait, parce que Rubrique à Braque c'était ça, quoi. Donc c'était assez ouf. Et après il a une connexion avec un dessinateur assez important des années 80 qui s'appelle Liberatore. Qui est le mec qui a inventé Rank Xerox. Vous connaissez le personnage Rank Xerox ? Non. C'est une sorte de personnage complètement fou, très dans des proportions un peu folles, très cyberpunk en fait, qui est une sorte de mélange de Terminator, Robocop et Rocco Siffredi, comme ça qu'il le présente. Donc, c'est hyper violent, hyper porno, et c'est un truc qui sort dans l'Écho des Savanes au début des années 80. Et en fait, Chabat adore Liberatore, ils se rencontrent. Et ils vont commencer à faire de nombreuses collaborations. Liberatore va faire tous les dessins des émissions des Nuls.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois un dessin, la plupart du temps, c'est Liberatori qui dessine. Ok. Liberatori va faire l'affiche de la Cité de la Peur. Ah ouais. Et après, ils sont tellement potes qu'il le met dans ses films. On le voit dans Didier en tant que personnage. On le voit dans Mission Cléopâtre, mais il est coupé comme Omar Sy. Et c'est lui qui va dessiner tous les décors et les costumes, surtout les costumes de Monica Bellucci, dans Mission Cléopâtre. Donc il y a vraiment une liaison encore avec la bande dessinée. Et tu vois, il dit qu'ils ont vraiment... je sais pas, un truc qui se passe entre eux dans leur façon de voir les choses. Et en fait, ils vont... Donc, Rank Xerox, c'est 2 albums en 83 et 84, si je ne m'abuse. Après, bah, forcément, vu qu'il fait plein d'autres trucs, Liberatori, il lâche un peu la bande dessinée, l'écho des savanes et tout. Et en 96, Chabat, il dit, bah, tu veux pas qu'on refasse un Rank Xerox? Et pour le coup, Chabat scénarise une BD Rank Xerox avec Liberatori qui la dessine et qui est une suite du personnage de 83-84 qu'ils avaient kiffé. Donc c'est le tome 3, quoi. Exactement. Qu'ils font ensemble. Alors c'est un truc que j'adore aussi, du coup, ce truc-là, c'est chez Chabat. C'est donc, du coup, son rapport à la bande dessinée et même au dessin animé, parce que il a monté une boîte de prod, je crois, qui s'appelle chez Wham, et qui fait toutes les animes qui fait le burger. Enfin, je sais pas ce qu'il fait dans peut-être tout le Burger Quiz, mais surtout les animations, en fait. Et il y a beaucoup de trucs d'animation. Tu regardes le DVD, le DVD de Mission Cléopâtre, et dedans, il y a plein de petites animations dans les menus. Mais genre c'est interminable en fait, ça dure hyper longtemps et c'est trop marrant, c'est des petits trucs et tout. Et même il a fait une série d'animation pour M6 là, comment ça s'appelle Avez-vous déjà vu, voilà. Tu vois. Ah oui. Et moi qui suis fan aussi d'animation, là je fais mon dessin animé et tout, mais tu vois, tu sais, t'essayes de trouver un peu des gens qui créent un peu de la même manière que toi et tout, ou que tu copies. J'imagine que voilà, c'est un peu du mimétisme, et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans ce qu'il fait. Bah justement, dans la version bonus de Mission Cléopâtre, apparemment, tu vois absolument tous les storyboards de Alain Chabat, les originels, et comme tu disais, il dessine absolument tous les plans. Et donc t'as une BD en fait, Mission Cléopâtre qui existe de Chabat, bon en croquis, hein, mais moi j'avais bossé sur un projet avec justement le premier assistant réalisateur du film. Et du coup, je lui ai posé la meilleure question. Je vais alors, enfin, tu vois, sur Chabat, surtout. Donc, c'est un mec qui a vraiment de la bouteille. Et il me disait, bah, tu sais, parfois, il arrivait et le matin, il avait, en fait, j'ai fait le storyboard et il montrait, c'était une case avec un œil, tu vois. Et il me dit, c'est le truc qu'il m'a dit. Il m'a dit, parfois, c'était, tu sais, des petits crobards de trucs. Il dit, mais tout suffisait pour, tu vois, pour mettre en scène. Je trouvais ça assez fou. Hein. Bah, c'est assez fou, et donc tu l'as dit juste après, peu de temps après, il fait Le Marsupilami, donc le film, qui était en fait le premier film qu'il voulait réaliser, parce que c'est vraiment un personnage qu'il adorait, et donc avant de vouloir faire Astérix et Cléopâtre, lui il voulait vraiment faire un film Spirou et Fantasio, qui finalement n'a jamais été fait, et il a fait le film Marsupilami, qui est redevenu une bande dessinée, parce que genre dans la suite des bandes dessinées, l'auteur qui n'était plus du tout Franquin a décidé de reprendre le scénario du film et de l'adapter, donc c'est vraiment une BD qui est d'après le scénario de Alain Chabat, mais qui revient en dessin. Mais il y a eu un film Spirou. Il y a eu un film Spirou bien plus tard. C'est là, mais là pour le coup, Chabat rien à voir. Mais par contre, il y a. Si vous voulez qu'on parle de mauvais film, on peut y aller. Il y a Ramsey, parce que tu disais, ça n'a jamais été fait, mais oui, ça n'avait pas été fait à l'époque, et en fait, il n'avait pas réussi à pouvoir avoir une aventure de Spirou et Fantasio. C'était vraiment une aventure du Marsupilami. Donc il y a juste ce personnage-là, je crois, que tu vois dans le film. Il y a que le Marsu. Et le reste, c'est du live action. Mais Spirou et Fantasio sont pas des bons persos pour faire une grosse comédie, en fait. C'est des personnages qui ont trop d'aventures, tu vois. C'est ça. C'est un peu comme Tintin, en fait. Faut en faire soit, à mon avis. Tintin, t'y arrives pas. Tu peux pas faire une grosse comédie Tintin, tu vois. Faut faire un délire à la Spielberg, sinon un truc un peu entre mélangé. Ouais, mais quelques vannes. Mais dans Astérix, tu peux faire une grosse comédie. Pour moi, s'il avait fait Spirou et Fantasio, je pense pas qu'il aurait pu amener autant de comédie. J'ai jamais lu Spirou et Fantasio. C'est génial. Ouais. Après, il y a énormément Jeff Franquin, dessinateur absolument incroyable. Et surtout, c'est la seule série, je trouve, où à chaque fois qu'il y a eu un nouveau dessinateur, après Franquin, ça ouvre des possibles incroyables. Moi, j'aime bien la période Fournier qui arrive juste après Franquin. Après, il y a pour nous tout ce qui se passe avec Tom et Jean-Ry dans les années 80-90. J'adore Johan. Ça ouvre, Johan les derniers, c'est fou. Et je trouve ça trop beau, quoi. Même ce que Émile Bravo il fait en ce moment en inventant la jeunesse de Spirou pendant la guerre et tout. Franchement, Spirou, c'est peut-être le personnage qui a eu le plus de possibilités. Ça va beaucoup plus loin. Alors qu'Astérix, tu vois, les derniers, ça reste les mêmes Astérix qu'il y avait à 50 ans, ça change rien. Et Tintin, les mecs, ils sont tellement comme ça que finalement, t'auras jamais des nouveaux Tintins, ça n'existera pas, tu vois. Donc, Spirou, je trouve que c'est celui qui est le plus mobile, plus sympa. C'est un personnage, c'est un univers, en fait, qui est hyper large, je trouve. Au cinéma, pas trop.
Non, c'est vrai. Est-ce que vous étiez bon en dessin à l'école? Alors j'imagine que toi, Cyprien, Moi, oui. c'est ma passion. Genre, là, bref, tout à l'heure, je dessinais encore sur ma petite tablette, là, voilà, entre deux trucs. Cyprien, toi, Guillaume, toi, t'as dessiné un petit peu. Ouais, je dessinais à fond. Je dessinais grave quand j'étais petit et lycée, collège, tout pareil. Et puis après, j'ai fait art appliqué. Ah ouais, donc Et tu après, voulais vraiment. j'ai fait mise à niveau en art appliqué. La préparation pour les BTS. Pendant Tu un dessines an. quoi, genre? Enfin, c'est quoi son. Non, c'est mais quoi au tout ton début, kink je dessinais. Moi, pareil, je dessinais plutôt. Des beats. Ouais, non, mais des personnages de BD, pas mal. Ah, ok. Et je recopiais beaucoup, en fait. Genre les Marvel et tout. Ouais. Je recopiais Ok. sur des feuilles. Après, j'ai recopié des Dragon Ball, je recopiais à fond. Mm. Et puis voilà, donc je dessinais. Souvent, grave. avant de faire tes propres trucs, tu Ouais, tu Ouais, vois, t'essayes, vraiment tu dans vois, ce tu recopies, mimétisme. Ouais, moi, je j'avais kiffais copié ça. aussi des personnages de Disney, etc. Et après, tu. Ouais. Et Mais j'ai complètement arrêté, par contre. Ah ouais? Ouais, je sais pas, du coup, j'ai fait de la musique et après, avec la musique, j'ai arrêté. ouais, mais après, quand t'as une passion qui prend trop de place aussi, bah, faut. Ouais. Et toi, Aurélien, tu dessinais un petit peu ou pas? Bah, Toi qui moi, adore la BD, qui est un gros fan de ouais, BD. bah, moi j'adore. J'aurais adoré raconter des histoires. En fait, mon truc, c'est que quand j'étais plus petit, j'écrivais des livres. Bon, des livres, on va dire des suites de nouvelles et tout, de détectives et tout ça. Et mon frère, lui, il faisait des sortes de dessins à partir des univers de Lego. Donc il y avait les pirates et l'amiral et il créait tout ça un univers. Et jamais vous êtes mis d'accord, genre, moi j'écris des histoires, toi tu. Bah si, justement, sauf qu'à un moment, mon grand truc, c'était de démarrer des nouveaux univers, des nouvelles histoires, et je créais un personnage, hein, et je dessinais, c'était nul, je les ai revus, c'était pourri, et pourtant je passais du temps et tout, à essayer de les faire, tout était nul, aucune proportion, aucun sens, mais j'ai plein de personnages par contre. J'ai Bob Flash, détective de choc, avec beaucoup de sang qui tue plein de Détective gens. de choc. Le nom, il est J'ai, bien, Bob Flash. Bob Flash, pas mal, hein. Bob Flash. J'ai le chevalier Harold de chevalier. Lui, c'est parce que je venais de faire les cours de Moyen-Âge, donc je refaisais tout mon cours de Moyen-Âge avec Harold le chevalier, la table ronde et tout ça. Trop bien. J'ai beaucoup de personnages, mais 3 pages à chaque fois. Ouais. Et des dessins catastrophiques, beaucoup de sang. Moi, je rêve de faire une BD. Là, j'ai sorti le tome 3 de Roger et ses humains, mais je fais que le scénario. Et c'est vrai que j'adore le dessin, mais là, le problème, c'est que j'ai pas maintenu vraiment mon niveau de dessin. Mais si, par exemple, on m'enlève Internet pendant un mois, mais c'est Tu sûr et tires certain, direct. mec, je fais 30 pages, tu vois, y a aucun doute. Et dans l'animation Attends, de... et toi, tu dessines? Tu dessines? Non, moi, je suis Julien un piètre dessinateur. J'ai jamais su dessiner. Mais il y a toujours ce truc où moi, ça me fascine un peu les gens qui savent bien dessiner parce que, bien évidemment, pour moi, ça paraît impossible. C'est trop dur, quoi. Donc, quand je vois des gens dessiner, je me dis, waouh, mais comment ils font? En fait, il y a un truc dans leur cerveau qui fait un truc dans leur cerveau que moi, je n'ai pas et eux, tu vois, ils peuvent dessiner comme ça. C'est incroyable. J'ai fait les interviews Combini papier crayon, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est ce qui est horrible parce que t'as juste, enfin, tu vois, tu dois dessiner vite tout en parlant, ce qui. C'est un délire, ça. Et là, il y a un consensus vraiment parmi les dessinateurs. Ah ouais Il faut pas faire ça, tu vois. Ah, je savais pas. C'est trop dur, quoi. Soit tu fais un truc, tu peux remplir un truc ou faire des trucs un peu répétitifs sur Il faut ton, sur dessiner ton le dessin. truc que tu dessines Mais depuis si- des années, comme Matt Groening quand il te fait un Bart Simpson. Ah bah oui, là Ouais. tu peux. Ouais, ils s'en foutent. Aussi. il te regarde. Ouais, c'est ça exactement. Ça va, tu vois. Mais là, il me dit, ouais, dessine-toi quand t'étais petit, tu vois, ou je sais pas quoi. Et putain, et il me dit, et je commence à dessiner. Et il me fait, bah parle un peu. Ah ouais. Et donc c'est un exercice plutôt. Alors qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je suis en train de faire une hachure. Non, mais ouais, donc j'aimais bien dessiner, mais pareil, quand j'étais petit, j'écrivais beaucoup d'histoires. Ah, Et il y avait un ordinateur à la maison et il y oui, avait c'est une vrai. imprimante. Et tu pouvais ajouter des dessins sur les histoires, etc. Donc je créais beaucoup d'histoires. Et puis ma mère les classait. Trop bien. Il y avait des recherches de trésors, sur de trucs. Donc il y avait aussi Ouais. quand même une influence BD dans ce que j'écrivais, parce que comme je lisais Tintin, Ouais. Astérix et tout, il y avait un truc un peu, tu vois, qui s'en rapprochait et tout. J'adorais aussi, moi aussi, j'ai écrit des histoires. Et j'avais même fait des trucs assez improbables, qui étaient des sortes de, pas des escape games, mais des pistes au trésor avec des dossiers. Je créais un dossier que j'appelais porte de gauche, porte de droite. Et ces 2 dossiers, je les mettais dans un dossier qui s'appelait maison. Ah. Et en fait, tu cliquais sur rue. Ah. Après, t'avais à gauche, à droite. Et puis, tu cliquais ouais. sur la maison du milieu. Et en fait, Chambé. et puis t'avais tu vois, tu pouvais revenir en arrière. Enfin, Ouais, c'est une sorte de petite aventure où juste tu ouvrais des dossiers, il y avait rien dedans, tu vois. Bon voilà, c'était. Et oui, stylé, bien ça. sûr, Word, j'avais torché des trucs, des aventures de. Ouais. C'est cool. Est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes La croustillante. sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. ça croustille. Alors préparez vos masques à oxygène car cela risque de vous couper le souffle. Oh là là. Putain.
À chaque fois, la phrase. C'est de plus en mieux la phrase. Alors, pour commencer, figurez-vous Maintenant, que... j'ai envie de lire tes histoires, en fait. Quand je vois ta plume, je fais, faut que je lise ce truc. Alors pour commencer, figurez-vous que Albert Uderzo détestait le film. Il était tellement déçu d'avoir donné son accord que quelques années plus tard, il a refusé que Gérard Jugnot réalise un 3e Astérix avec la bande du Splendide. Jugnot qui était dépité puisqu'il avait bossé durant 8 mois sur le script. Ça aurait été pas mal Astérix version Les Bronzés, non? Ça dépend à quel moment. Mais Non, ça aurait pu être pas mal, ça aurait pu être cool. Ah, tu crois? les Non, bons je étranges, trouve- j'insiste. Mais qui pour Obélix? Bah non, mais ça aurait été Depardieu. Thierry hein. Lhermitte. Non, ça aurait été Depardieu, sauf que ça aurait été à la sauce Splendide avec. Bien qu'il y a quand même dans le film, il y a des acteurs du Splendide, il me semble. Bah il y a Clavier. Il n'y en a pas un autre? Il y a Thierry Lhermitte? Non, je me rappelle pas. Non. Pas, non. Non, il y a juste Clavier en fait. Ça manque de panache du coup, ce que je viens de dire. Balasco. Il n'y a pas Josiane? Non, il n'y a pas Josiane. Non, il y a Non, je crois Josiane. qu'il n'y a pas. À la base, Goscinny et Uderzo se sont inspirés du film Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, sorti en 1963. Mais au moment d'adapter la BD, Alain Chabat n'était pas convaincu car pour lui, ce film allait nécessiter un budget trop conséquent. Il avait donc commencé à bosser sur Astérix Légionnaire. C'est finalement Ouais, le coproducteur Claude Berry qui assura à J'avais vu Chabat tout ça. Ouais, qu'il aurait les moyens de réaliser une sorte de péplum. ouais, qui lui a dit, vas-y, Vas-y, à fond, Ouais, exactement. t'auras la thune en fait. Trop bien. Ah ouais, ça c'est cool. Le fameux monologue d'Edouard Baird a failli ne jamais exister car les autres producteurs du film ont mis la pression sur Chabat pour que cette impro qui jugeait ennuyeuse soit coupée au montage. Chabat a tenu et finalement cette tirade est 19 ans plus tard un des moments les plus cultes du film. C'est génial. Est-ce qu'on pourrait la citer, là, de tête, tous ensemble? T'y arrives toi ou pas? Attends, ça La commence vie c'est par... avant tout une histoire de rencontre, non? C'est pas ça? Ouais, le début c'est ça. Ah, La non, vie, pour c'est le avant coup- tout une histoire de rencontre. Il y a, C'est non, tout, il y a pas, c'est non, tout. le je Non, pense on l'a pas. pas, Il y a on l'a pas pas. de bon Non, et on de l'aura mauvais. Ah oui, bah oui. Ah, Il voilà, n'y a pas ça. de bonne ou de mauvaise situation. Oui, voilà, c'est ça. C'est Ça ça. commence comme ça. Bon, bah, on est nul, en fait. Et d'ailleurs, Je pensais qu'avec 4 cerveaux, on aurait pu reconstituer. Non, on a Non. le début, vaguement. Et d'ailleurs, en revoyant Même le lui, film il s'en hier, rappelle ça pas, faisait je pense. hyper longtemps que je l'avais pas vu, et je trouve que c'est tellement bien choisi. Claude Rich pour jouer Panoramix, il le joue tellement bien Panoramix. Oh là là, Tu sais, il a ouais. une sorte de douceur et de, tu vois. Ah ouais, c'est trop bien. En vrai, très Panoramix. le premier casting du premier film, c'est vrai C'était qu'il- lui ou pas? il est- C'était Claude ouais, Rich? c'est lui. Ok, d'accord. Je crois. Hein. En tout cas, il Et, le joue très bien. et en vrai, je trouve le casting était réussi quand même. C'est marrant parce qu'on disait tout à l'heure qu'on avait moins de place pour Depardieu et Clavier, mais je trouve que leurs scènes à eux deux, quand ils sont juste tous les deux, Ouais, c'est fun. elles sont. Non, Elles sont je les trouve un peu nazes en fait. Ouais. Tu sais, la scène où il arrache le nez du sphinx, elle est longue. Il est là, oh, Ça, mais c'est la- descends de là. C'est C'est la lourd. BD pour le coup, ça. Ouais, bah, c'est Ouais. Ça, c'est vraiment la BD. En fait, c'est tellement. En fait, je pense qu'au moment où c'est sorti, c'était tellement fort tous les Bah guests, les trucs et tout, que du coup, la BD. Enfin, oui, il paraît Ça un paraît peu plus fade. à l'ancienne. Ouais. et tout, tu vois. Et je pense aussi que les gens, quand le film est sorti, en vrai, ils y allaient vraiment déjà pour Jamel, je pense, parce que on réalise pas, mais c'était Ah ouais, une méga putain, star c'est à fou, l'époque. ça. Ouais, c'était Moi, ça dingue. c'était pas du tout. Ouais, pas du tout. Mais il y avait un décisif truc où là-dedans. Jamel, et puis même, il y avait un côté. C'était aussi, il y avait un truc d'époque. Par exemple, la musique de fin, c'est Jamel avec Snoop Dogg, etc. Il y avait toute une ambiance d'époque où. C'était un peu mélange rap, hip-hop, DJ machin. Abdel, C'était- tu vois, ouais, cette voilà, il y avait cette ambiance ambiance un peu mode un d'époque. quoi. peu nulle part ailleurs, époque DJ Abdel. Exactement. Alors, le réalisateur de ce film, c'est Alain Chabat, mais figurez-vous que Non. c'est aussi un peu Luc Besson. Et ça, tu dis pas non? Ah bon? Eh ben voilà, tu vois. Un jour, il l'a appelé en lui disant ça me ferait marrer de venir pour tourner une scène. Alors Chabat lui a répondu ok, mais tu veux venir quand? Ce à quoi Besson a répondu le jour où c'est le plus compliqué. Et du propre aveu de Chabat, ce jour-là, Besson a réalisé des plans, je cite, mortels avec 2000 figurants. Et je me suis renseigné, oui. c'est la danse quand tout le monde. Alors ouais, voilà, il y a feel cette good, scène qui est là. compliquée, mais il y a aussi un autre plan et je pense que c'est celui-là dont il parle. On voit il y a une scène où on voit Depardieu se baisser pour récupérer une sorte de cafard. Ouais. Et en fait, quand il se relève, Ouais, on derrière. voit un plan gigantesque, un peu à la Spielberg, avec plein de figurants en train de travailler sur la construction du palais. Et je pense que c'est ce plan-là qui a réalisé Besson. Ah Enfin, ouais, je pense. Moi, je pense que c'est le clip à un moment. Tu sais, ils dansent tous. Ouais. Et peut-être. là, c'est genre un nombre de décors, de trucs, etc. Ouais, très dur. Le En plan tout de la mouche. Vous vous rappelez qu'il y a une mouche qui va sur. Bah, ça, c'est une référence du coup à Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Ouais. Quand la mouche va sur le visage de Depardieu, c'est ça hein? Bah, c'était une impro. Une impro. Bah, la mouche. Enfin, ils te font un plan et il y a une mouche qui va dessus et lui, le. Bah, comme c'est un délire un peu western à ce moment-là, parce Ouais. qu'il a des méchants devant lui. Ah, moi, je pensais que c'était une impro. Bah, moi, je le prends comme une référence parce qu'il y a une petite musique un peu western derrière. Ouais. Là, il a des gens Non, mais devant ça, lui. le donc- western, oui, mais la mouche, il était pas contrôlé. C'est vraiment posé sur sa gueule et lui, il a Bah, fait. je pense un qu'ils ont petit- jeté la mouche parce qu'en fait, il y a un regard entre les Romains et lui. Petite musique western, Ouais. gros plan sur le visage, donc très léonien dans le Ouais, style. bien sûr, ouais. Et dans Il était une fois dans l'Ouest, ça commence avec un plan où on voit des mouches sur le visage des types qui se toisent un peu. Ouais. Donc moi, je le prends comme une ref. Après, peut-être que c'était. Je pense que c'est de l'impro. Ah ouais, tu crois C'est ma conviction. C'est Ou alors une peut-être- ref on en va impro, diguer, peut-être. Ou alors peut-être que la mouche est arrivée, c'était pas prévu, et qu'après, comme tu le disais, comme il aime bien rajouter des trucs en post-prod, peut-être que c'est là qu'il a rajouté une musique de western en se disant ça va faire une ref à Il était une fois dans l'Ouest.
Peut-être. Mais En tout cas, c'est il me semble intéressant que c'est de la d'aller- pro et qu'il faisait le perso, qu'il y a une mouche qui a fait, et lui, il a fait genre, tu vois, genre un petit. Ça fait peut-être juste une dédicace à tes mouches de Fort Boyard. C'est tout à fait. Ouais. Jean-Pierre Bacri, qui nous a hélas quitté il y a quelques semaines, a un peu participé à la création de ce film également, puisque Chabat lui a envoyé une première version du montage, et au final, Bacri lui a fait quelques retours en ajoutant des idées et des blagues qui ont été ensuite ajoutées. Du coup, Bacri a un peu sa patte dans le film. C'est cool ça. Joey Starr devait à la base interpréter un personnage appelé Nick la Police, mais version Lutèce dans l'écriture, genre Niklapolis. Génial. Il a été finalement coupé au montage lors de la 4e version du scénario. Alors, j'ai regardé, du coup, sur le fameux DVD que j'ai torché. J'avais regardé forcément les scènes coupées. Je me souvian pas de ce truc-là, Nick la Police. Ah, si, peut-être. Non, il a été coupé en Avant qu'il 4e tourne. version du scénario. Ah, du scénario. Ouais, voilà. Ok. Dans le film, il y a Chantal Lobby, mais pas Dominique Farrugia. Les nuls n'ont donc pas été réunis complètement pour ce film, car Farrugia n'était pas disponible durant les dates de tournage. Cependant, il se grime en Cléopâtre dans les bandes annonces, donc ils sont finalement Ah oui, un t'as peu raison. tous là. Ouais, Voilà. ouais. Mais attends, mais le tournage était interminable, donc est-ce que c'est vraiment un truc de dispo? C'est bizarre, non? Bah moi, de ce que Le j'ai lu, tournage apparemment, a duré c'était- très longtemps, donc je pense que. de ce que j'ai lu, c'était problème de dispo date, mais il faut savoir qu'à cette époque, il avait plein d'activités, Farrugia, parce qu'il avait racheté Comédie, donc c'était le boss de la chaîne Comédie. Il montait sa prod, il a fait des films, etc. Donc Ouais, peut-être. peut-être. Ce que j'ai remarqué, c'est que Cyprien, il prend aucune anecdote pour argent comptant, d'accord? C'est vrai que je suis le Il fait- pire. Ça me pire paraît bizarre, invité, parce que quand même, c'est- c'était un peu long, Je suis son âge, vraiment t'es sûr de navré. ton info? Tu fais bien de le rappeler, Guigui, merci, désolé. Un easter egg très drôle. On peut voir dans le film forcément des hiéroglyphes. Et ces hiéroglyphes. C'est Alors t'es sûr qu'il y a des hiéroglyphes dans le film? Je suis pas certain moi. Non, je suis sûr de ça. Eh bien ces hiéroglyphes, même là il y a une vanne et ça que j'adore avec Chabat. Et tout à l'heure tu le disais, il adore rajouter des petites vannes même après, avant, etc. un peu partout. Ces hiéroglyphes veulent dire concrètement. Si vous pouvez lire ça, c'est que vous êtes un égyptologue. C'est ce qui est marqué en C'est fait. vrai, Tous les hiéroglyphes tous les hiéroglyphes dans le film. C'est cool ça. C'est assez drôle. Et enfin, pour terminer, figurez-vous qu'à ce jour, il n'existe toujours pas de version Blu-ray de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre en Ouais. France. Je trouve ça fou. Bah, bravo. Ah ouais? Il n'y a pas de version Blu-ray de ce film. Ça n'existe pas. Alors, ça existe en Allemagne. On peut la trouver avec la jaquette en version allemande. Ça n'a Donc pas là, de il y a la version française dans C'est le un film qui est sorti dans le monde entier? Oui, il a d'ailleurs été racheté par Miramax, figure-toi. Ah Donc, ouais. c'est assez incroyable. Mais j'imagine t'as que 10% de la saveur si tu connais pas les références françaises. Ouais, il y a Bah, quand figurez-vous même que quand beaucoup même, de- je trouve ça assez énorme. Mais aux États-Unis, il a fait 450 000 entrées. Mais non. Je trouve ça C'est énorme incroyable. quand même. Ouais, il y a bien Peut-être tous les 450 000 Français, Français aux Peut-être États-Unis. Tous les Français Ouais, déjà. Non, mais je pense qu'aussi les auteurs de BD, parce que comme ça tournait tellement Astérix. Ah Ouais, oui, c'est c'est vrai vrai, qu'il y a un c'est petit vrai. peu Laura. Donc, aussi, mais ouais. après, est-ce qu'ils captent les vannes? Regarde, en fait, quand on À regarde, moitié. là, je regardais les chiffres de Astérix la BD, chaque nouvel album, il sort à 5 millions d'exemplaires et 2 millions pour le territoire français. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 millions dans le monde. C'est C'est fou. Faut chaud acheter parce Astérix. que en vrai, comme on dit là, les blagues elles sont quand même très franco-françaises, enfin européennes au moins, tu vois. Après, tu changes d'itinéris pour le réseau local américain, tu vois, ça peut fonctionner. Oui, c'est vrai. Et Je sais pas comment c'est traduit. Ouais. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question. Shit. Mais Le tu m'as der- envoyé le truc, j'ai pas. Vas-y, Non, mais vas-y, c'est on y très va. simple. Ouais. Le dernier film que tu as vu au cinéma, est-ce que tu t'en souviens? Ah bah, je pense que c'était Tenet. Ouais, c'est marrant parce que c'est souvent pense, ça. hein, Tout le monde bah, tout le monde dit Tenet à chaque fois. Et j'aurais adoré voir Adieu les cons, mais je n'ai pas. Je suis pas allé dans les salles de cinéma entre les Ouais. deux confinements, donc oui, malheureusement, c'est Tenet. Le dernier film que tu as vu via une plateforme, peu importe la plateforme. Terminator 2, Ah, cool. que j'ai dû acheter en plus. Ah bon? Ah ouais? Ouais, il y a le 1 sur. Enfin, je sais plus, il y en a un sur Amazon, l'autre qui est sur le 3 qui est ailleurs, quoi. Et le 2 est absolument introuvable, donc j'ai dû le. Ça faisait longtemps Ouais, que tu je l'as l'ai pas pris vu? sur Canal, ouais. Et ouais, en fait, j'écris un truc avec des robots en ce moment. Mm. Et donc, du coup, je me rematais des films à base de robots. Et pour le coup, Terminator, je les avais pas vus. Enfin, le 1, j'avais pas vu, en fait. Ok. Donc, j'ai fait le 1, 2. Scène préférée de Terminator 2? Scène préférée de Terminator 2. Je sais pas, quand il passe dans les barreaux et qu'il y a son arme qui reste que Culte. l'eau, là. J'adore ça. La dernière série que t'as regardée? Waouh. Bah, c'est série documentaire, donc celle sur Richard Ramirez. Ramirez. Comment s'appelle le documentaire? Night Stalker? Night Stalker. Ouais, Night Stalker. La dernière chanson que tu as écoutée? Ah bah là j'écoutais Radiohead sur le trajet en vélo. Quel titre? Et donc c'était Paranoid Android. Le dernier livre que tu as lu? Ah, le dernier livre que j'ai lu. Putain, mais j'aurais dû bosser le truc, tu vois.
Dune, probablement. Alors Dune, t'as vu le film ou Bah, juste le très livre? souvent, quand il y a un film qui va sortir, Ah, puis tu moi, lis le je suis livre. un grand fan en plus de SF et Dune, c'est un des rares trucs que j'ai pas lu, tu vois. Et donc, Parce que c'est massif le Dune quand même. À lire. ouais, tout à fait. Et très gros. Et je dis que je l'ai lu, mais en fait, il me reste encore quelques chapitres. Et je suis dedans. Mais voilà, c'est dès qu'il y a un film qui sort, qui est adapté, il faut absolument. Si je sais que je veux aller le voir, il faut absolument que je lis le livre. Mais pour moi, c'est hors de question de faire l'inverse, quoi. La dernière BD ou le dernier manga que tu as lu? Moi, je suis un grand fan de Naoki Urasawa et qui a fait notamment Monster, 20th Century Boys, tout ça. Et là, il sort un nouveau truc qui s'appelle Asadora. Et donc voilà, en ce moment, je lis ça. Ok. Le dernier objet culturel que tu as acheté, physique? Objet culturel des prints. Moi, j'achète beaucoup de prints. Ok. Donc voilà. Là, c'est un mec qui s'appelle Pablo Dallas et qui prend des personnages de pop culture un peu à l'ancienne. Tintin, par exemple. Et en fait, il les agglutine. Les personnages sont un peu, tu sais, comme dans Akira quand ils se transforment. Et donc les personnages sont tous dégueulasses, mais c'est quand même les yeux qui se dupliquent, etc. Et c'est vachement graphique. Et là, du coup, il représente quoi le print que t'as acheté? C'est Daffy Duck qui, t'as plein de son visage qui est un peu modifié comme ça. Ok. Et j'ai aussi acheté un pull où on voit le Tintin qui se duplique. J'aime bien. Et enfin, le dernier artiste que tu as scroll sur Insta ou hors compte que t'aimes bien un peu particulier? Un compte, un artiste, toc. Bah, c'est con, j'ai dit Pablo Dallas déjà. Voilà, vous l'aurez tout à l'heure. Non, moi je suis énormément d'artistes, des dessinateurs, tout ça sur Instagram. La liste est interminable. Mais il y a une meuf qui fait des visages de femmes avec de la peinture à l'huile qui s'appelle Kelsey Beckett, je crois. Ok. Ça. Et voilà, je la suis depuis un moment, mais là j'ai vu qu'elle avait posté des trucs sur TikTok et ses techniques sont absolument incroyables. Voilà. Très bien. Ce podcast est désormais terminé. Cyprien, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu? Là il va y avoir bientôt mon dessin animé qui va sortir d'ici quelques semaines. Et j'adapte ma série audio qui s'appelle L'épopée temporelle en dessin animé. Ok. Donc voilà, c'est 10 épisodes qui vont sortir. Sur une plateforme, donc je vous dirai quand ce sera, voilà. Et ensuite sur YouTube. Donc là, tu t'impliques un peu dans les idées de dessin, justement. Je fais pas le design parce qu'il y a carrément un character designer qui fait ça. Bertrand qui a bossé pour DreamWorks, pour plein de gros trucs, qui vit aux États-Unis aujourd'hui et qui nous a fait des personnages incroyables. Donc si je touche, ça sera moins bien. Donc tu vois, je n'y touche pas. Et un dessin animé, c'est vraiment toute, c'est une industrie, quoi, tu vois. Donc t'as un chef animateur, t'as les animateurs, t'as les chefs background, etc. Donc moi je réalise la série, donc j'ai mon mot à dire sur, je dirige un petit peu tout ça. Mais ensuite les artistes sont très souvent plus doués que toi, donc voilà, tu laisses. Mais oui, c'est super de bosser sur un dessin animé, c'est vraiment formidable. En plus je produis le truc, donc c'est d'autant plus. J'étais vraiment au cœur de ça. C'est formidable. Dessin animé, vraiment j'adore. J'espère en faire toute ma vie et j'espère aussi faire l'idée, c'est de faire aussi saison 2 et 3 d'un dessin animé. Et donc ça sort quand alors la date? Ça sort, si tout va bien, en avril. Très bien. C'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ouais. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de We Love Cinéma. Merci à Tim et Ninon qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Bye tout le monde. Auf Wiedersehen. Salut.